Merci beaucoup, Anthony. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur cette seconde édition du séminaire New Space. Nous continuons notre voyage aux confins de l'espace après la Terre et les lanceurs. La semaine dernière, avec ma collègue Lise, nous allons nous attaquer à un gros morceau, c'est-à-dire nous allons nous intéresser à la Lune et aux abords de la Lune. Nous le voyons, la Lune redevient un sujet de convoitise. 50 ans après qu'un drapeau américain a été déposé sur la surface de la Lune, c'est au tour de la Chine de s'y rendre et de communiquer à ce sujet. Réel objectif accentuant la compétition, la Lune devient la cible des puissances spatiales qui voient un moyen de s'ouvrir un accès vers l'espace lointain, dont Mars. Mais c'est également un moyen de renouer avec la conquête spatiale en espérant écrire, ou du moins réécrire, le grand récit des premiers explorateurs. Nul besoin au final de recourir au conflit armé pour asseoir la domination. Prendre part à l'aventure est en soi une démonstration de puissance. Et si une nouvelle guerre froide était en train de prendre place dans le domaine spatial? C'est l'une des questions auxquelles nous tenterons de répondre ce soir ensemble. Mais rassurez-vous, je ne serai pas seul à la manière des grands explorateurs. Je serai accompagné de 3 personnalités du domaine spatial représentant tour à tour l'aspect stratégique, politique et industriel de cette course qui se déroule sous nos yeux et au-dessus de nos têtes. Le premier invité ce soir est le général Jean-Daniel Testé. Mon général, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui, excusez-moi. Diplômé de l'école de l'air, vous avez partagé votre carrière d'officier supérieur entre le renseignement et les activités spatiales. En 2014, vous prenez la tête du commandement interarmé de l'espace, le CIE, qui vous conduira au cœur des politiques diplomatiques et de défense liées au domaine spatial. En 2017, vous prenez votre retraite militaire, notamment promu officier de la Légion d'honneur et commandeur de l'Ordre national du mérite. Mais retraite militaire ne veut pas dire cessation des activités. Et c'est à ce titre que vous rejoignez, en 2022, la société Aerospace Lab France, en tant que président, tout en conservant votre poste de président de la Société d'observation de la Terre appliquée, destinée à former et à conseiller les décideurs. Le second invité ce soir, Dr. Dj Schmidt. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Après un doctorat en 1989 en immunologie et une expérience à l'International Space University, vous rejoignez en 1997 l'ESA comme directeur de programme Sciences de la vie et vous commencez, c'est important de le noter, à travailler sur la mission ExoMars. 12 ans après, en 2009, vous partez pour Bruxelles à la Commission européenne, notamment comme conseiller en politique spatiale. Aventurier invétéré, vous vous rendez en 2016 en Antarctique comme médecin de mission et plus précisément sur la base Concordia. De cette aventure extraordinaire, je n'en doute pas, sera extrait un livre intitulé Terminus Antarctique, paru en 2019. En 2018, vous revenez à vos premiers amours, on pourrait dire, à l'Agence spatiale européenne, cette fois-ci dans le programme de recherche pour l'exploration robotique et humaine. Notre troisième intervenant, Dr Peter Weiss. Bonsoir, Bonsoir. docteur. En 1999, vous rejoignez le DLR dans le développement de la robotisation pour le domaine spatial. Puis, en 2001, vous rejoignez le MIT comme chercheur invité afin de travailler sur un projet de muscle artificiel destiné à l'exploration spatiale robotique. De 2006 à 2009, vous réalisez votre doctorat après l'Université polytechnique de Hong Kong. Puis, en 2009, direction Marseille, où vous êtes encore, notamment le Centre de physique des particules, puis la COMEX, comme directeur du département Espace et Innovation. Une période de 10 ans fondatrice pour vous, vous plaçant au centre de projet destiné à l'exploration spatiale et maritime. En 2020, vous quittez la COMEX et vous fondez Spartan Space avec l'astronaute Jean-Jacques Favier, une start-up développant actuellement un modèle d'habitat lunaire, un modèle gonflable donc, qui a séduit les agences, dont le CNES et l'ESA. Merci à tous de me faire l'honneur de votre présence ce soir. On va avoir une belle discussion pendant 2 heures sur la Lune, sur les ambitions lunaires et ambitions spatiales de manière générale. Afin de réaliser au mieux cette entrevue, je remercierai les personnes de bien vouloir couper leur micro afin de faciliter la compréhension. N'hésitez pas également à poser des questions dans le chat, on essaiera de les prendre au cours de la discussion ou en deuxième heure. Je vous remercie. Alors, à tous les 3, très brièvement, pour commencer, en guise d'introduction, pourquoi retourner sur la Lune près de 60 ans plus tard? Peter Weiss, peut-être, vous souhaitez commencer? J'avais espéré que c'est les autres qui commencent. Non, mais il n'y a pas de souci. Pourquoi retourner sur la Lune? Parce que c'est l'étape logique, la prochaine étape logique.
Quand j'entends qu'il faut maintenant aller sur Mars, ça c'est bien joli, mais aujourd'hui on n'a pas les technologies et on n'a pas les connaissances pour envoyer un équipage avec des astronautes sur Mars. Donc, la Lune, c'est un peu le terrain de jeu qui nous permet de tester pas mal de techno, tester pas mal des opérations pour aller plus loin. Donc, si on dit on ne va pas sur la Lune, mais on va plus loin directement sur Mars, on a raté une étape. Donc, c'est hautement stratégique et c'est hautement stratégique que l'Europe en fait partie des acteurs là-haut, quoi. Qui enchaîne, bon, je vais y aller, je vais continuer pour bien entendu être tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Peter. J'apporterai peut-être une touche critique globalement. À mon avis, on retourne sur la Lune parce qu'on a raté notre première venue sur la Lune. C'est-à-dire pour moi, la conquête Apollo, hein, pour dire les choses, et puis les différentes missions robotisées qui sont allées ensuite sur la Lune, ben c'est un échec. C'est un échec où on n'a pas su capitaliser dessus. On est allé sur la Lune et point final, on a terminé, c'était l'objectif je dirais, qui n'était pas très sain à l'époque. C'est un objectif de rivalité stratégique entre les grandes puissances. Et une fois qu'on était sur la Lune, bah, on ne s'est même pas posé la question pourquoi on y allait. On y allait simplement là-bas pour être avant l'adversaire sur Terre. Donc typiquement, c'était les États-Unis qui y sont allés, enfin je ne vais pas refaire toute l'histoire, qui sont allés les premiers, et puis ils étaient contents, ils avaient gagné la course contre les Russes. Point. Donc pour moi, c'est un constat d'échec parce que de là, on a tout arrêté. On imagine aujourd'hui que ça fait donc 69, je n'ai pas calculé, ça va faire un paquet de temps, quoi. Grosso modo, presque 50 ans, donc bientôt, qu'on n'y est pas retourné, qu'on n'a pas mis un homme dessus. C'est quand même une question fondamentale. Et donc, moi, je vois les choses, maintenant que j'ai été critique, je vais essayer de voir les choses avec un peu plus d'optimisme. Et là, je vais reprendre, il faut rendre toujours à César ce qui appartient à César. J'aime beaucoup ce que développe Xavier Pasco sur ce sujet. C'est-à-dire que là, on change d'air. On rentre actuellement dans une ère, on oublie l'ère que je viens de décrire, qui était l'ère des one-shot ou des coups, quoi. On fait un coup, on envoie une sonde qui va sur Jupiter, on envoie une sonde qui va sur Vénus, une sonde sur Mars, on envoie les bonhommes sur la Lune, mais on fait que ça une fois. C'est-à-dire c'est des espèces d'activités en dents de scie. Et entre les différentes dents de la scie, il n'y a pas grand-chose qui se passe et la continuité n'est pas assurée. Maintenant, je pense que la Lune, c'est une étape, comme vient de le dire Peter, pour beaucoup d'autres choses. Non pas l'étape uniquement vers Mars, mais c'est une étape vers tout le reste, vers l'exploration. Et j'espère, peut-être que ce qui va se passer me donnera tort, mais en tout cas, comme je suis un éternel optimiste, j'espère que la Lune, c'est une nouvelle ère qui va nous permettre maintenant de nous inscrire de façon durable dans l'exploration de l'espace. Oui, je pense que les Américains auraient continué les programmes Apollo si de l'autre côté, il y avait eu un punch, ça aurait continué. Alors aujourd'hui, on repart, il y a plusieurs raisons convergentes, mais la moindre n'étant pas le fait que les Chinois vont y aller de toute façon. Et ça, je peux vous dire que ça chatouille les Américains, plus que ça les chatouille, c'est insupportable de pouvoir imaginer que les Chinois les battent à ce niveau-là, dans le domaine de la pérennité, hein, évidemment. On ne parle jamais les battre historiquement, mais voilà. Donc ça, c'est un élément crucial. L'autre élément, en général, c'est le domaine de la défense. Je pense qu'il faut le dire assez ouvertement. La NASA a derrière elle le département de la défense, le département de l'énergie, le département de l'économie et du transport. Ils vont y aller, mais c'est la cavalerie. Et Peter nous dira un petit peu plus peut-être tout à l'heure, parce que c'est lui qui me l'a montré. Il n'y a pas beaucoup de spots au pôle Sud, hein, pour aller s'établir. Donc ça, c'est une évidence. On est retourné vers une course. Et effectivement, si l'Europe n'est pas à la table, c'est comme si on n'était pas au Conseil de sécurité. Ben, si on n'a pas la bombinette, on n'est pas à la table. Et là, si on n'a pas les moyens d'aller sur la Lune, on ne sera pas à la table. Et c'est toute la problématique entre exploitation et exploration. Et si je peux rebondir sur ce que vient de dire Didier, effectivement, je pense on peut l'appeler comme on veut, hein. On est de nouveau dans une situation de guerre froide, une course vers les étoiles.
Sauf cette fois-ci, je pense que ça ne va pas s'arrêter avec, à planter quelques drapeaux en surface ou amener des boots on the surface, comme ils disent, c'est américain, mais ça va aller plus loin parce qu'en fait, je ne pense pas que les Chinois, par exemple, ils vont s'arrêter là. Les Chinois, avec les Russes, ont l'intention d'établir des infrastructures en surface et ça ne s'arrête pas au drapeau. Donc, c'est réellement de nouveau une course et c'est une course à amener des assets en surface. Donc ça a changé par rapport à Apollo. On n'est pas du tout dans le même registre là. Je pense qu'on est tout à fait d'accord sur ce sujet. Si je peux me permettre, je ne sais pas si c'est autorisé par les modérateurs, mais moi j'aurais une question que je soumets à l'ensemble parce que j'aimerais bien échanger sur ce point. En tout cas, recueillir votre avis parce que c'est quelque chose qui me turlupine depuis le début. Bon, on voit très bien que l'occupation, les bases lunaires, on voit très bien les camps. Je suis d'accord avec vous, qui sont en train de se préparer pour aller poser une base sur la Lune. Donc, on a le camp américain autour des accords Artemis, on a le camp russo-chinois et l'Europe, je dirais pour l'instant, pour l'interrogation, même si je partage tout à fait ce qu'a dit Didier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout laisser la chaise vide. Ce point d'interrogation, il faut se dépêcher de le transformer en quelque chose. Mais bon, après, on pourra revenir sur le jeu de certains pays européens dans le cadre des accords Artemis, puisque vous me suivez comme moi. Le dernier, je cherchais ce matin, c'est la Roumanie qui a rejoint les accords Artemis. On commence à avoir un certain nombre de pays européens et de pays de l'Agence spatiale européenne qui rejoignent les accords Artemis, alors que l'Agence spatiale européenne elle-même ne s'est pas clairement prononcée et que les grands pays européens, comme la France, comme l'Allemagne, les grands pays spatiaux, je dirais pour ne pas faire ombrage aux autres, ou l'Italie. L'Italie a rejoint les accords aussi, mais l'Allemagne et la France, pour l'instant, ne sont pas positionnés par rapport à ça. Donc, ça me laisse énormément d'air. Moi, la question que j'avais envie de vous poser, c'est plus une vision des choses. Aujourd'hui, les Russes et les Chinois vont y aller ensemble. On parle de la volonté chinoise. Et ce matin, j'ai échangé un petit peu avec Brian. Ce qui est impressionnant côté chinois, c'est la rapidité avec laquelle ils avancent. Et ils avancent vite, ils décident vite et ils mettent en place très, très rapidement tous les plans qu'ils ont décidés. Donc aujourd'hui, est-ce que réellement dans le projet chinois, il y aura une place satisfaisante pour les Russes ou, mon avis, je vous le donne tout de suite, mais on pourrait changer, je prévois un divorce dans les, on va dire, dans les 2 années qui viennent entre les Russes et les Chinois pour avoir deux projets supplémentaires là où il y en a un aujourd'hui. Il y aura un projet chinois et un projet russe autonome. Alors, je peux me tromper une fois de plus, mais ce sera intéressant. Enfin, je serais intéressé par entendre votre avis là-dessus. Alors bon, pour les Chinois, ils ont donc signé un accord pour la partie robotique lunaire. Alors, il faut préciser une chose pour démarrer. L'Agence spatiale chinoise, c'est la partie robotique et la partie émergée de l'iceberg. Les vols habités chinois, c'est un programme militaire. Ça n'a rien à voir. C'est 2 organisations extrêmement différentes. Bon, donc l'accord avec les Russes a été fait pour cette base lunaire, entre guillemets, robotique. Quand on regarde les documents chinois, effectivement, dans leur déroulé pour les 10 prochaines années, ils ont mis les missions russes existantes, Luna 25 et Luna 27, mais c'est des choses qui existaient avant. Ça, c'est du body painting, hein. Ça n'engage en rien du tout. Les Chinois, tels qu'on les connaît, ils vont y aller avec les Russes, sans les Russes, c'est pas gênant. Si les Russes ne les aident pas, ils vont les laisser traîner derrière. Et quand les Russes verront qu'ils se font berner comme tout le monde, eh ben on verra. Alors, je suis absolument d'accord avec cette analyse. Bon, je peux me tromper, mais sur la durée, la Russie est quand même plus européenne qu'asiatique. Voilà, donc c'est un problème de géopolitique qui a un petit souci en ce moment, comme on le sait, mais je pense que dans la durée, les choses seront certainement différentes et je l'espère. Alors, donc ça c'est une chose. Alors, juste pour les accords Artemis, pour dire que l'ESA ne répond pas parce que l'ESA n'a pas à répondre. L'ESA n'est pas un pays. Et donc, ce sont nos États membres qui peuvent signer ou pas signer. Nous, on reste en retrait parce que on n'a pas de ministre des Affaires étrangères ni de président chez nous. Justement, voilà. Didier Schmitt, à ce sujet, la Roumanie qui est membre de l'ESA, qui a rejoint le programme Artemis, est-ce qu'il n'y aurait pas là une dislocation de l'effort européen à ne pas avoir un front commun par rapport à ce genre de projet, on va dire, de programme?
Alors, front commun, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on s'oppose ou qu'on se mette ensemble avec les Américains. Les accords Artemis, c'était quand même un peu vicieux. Hein, il faut dire ce qu'il y a. Donc, il faut en voir les conséquences. Enfin, la France était prête à signer. Kamala Harris a vu le président. Elle a fait une déclaration de presse. C'est la seule chose quasiment qu'elle ait dite. Bon, c'est que ça semble important pour les Américains. Ouais. Donc, je pense qu'il y a une deuxième réflexion. Je ne sais pas si les Français vont le faire ou pas. Bon, qu'est-ce que ça dit? En fait, les accords Artemis, ça dit que si vous les signez, vous êtes d'accord que quand quelqu'un s'installe, donc quand les co-signataires s'installent sur la Lune, il y a un périmètre de sécurité. Ce n'est pas les Roumains qui vont s'installer sur la Lune. Hein. Simplement, les Américains cherchent à cautionner une initiative soi-disant, si vous voulez, la fleur au fusil. Et en fait, bon, il y a le fusil, mais pas forcément la fleur. Et donc, il faut voir ça dans ces termes-là. C'est-à-dire, si vous vous installez sur la Lune et vous mettez un périmètre de sécurité autour de chaque outpost, c'est-à-dire vous pouvez mettre, vous atterrissez, pas la peine de faire une base forcément, il y a la mobilité de surface qui est quand même plus importante qu'une base au début. Vous pouvez mettre des stations de relais, des stations énergétiques, etc., etc. Vous en mettez une dizaine et puis vous vous accaparez un territoire à cause du périmètre de sécurité. Et je pense, pour souligner ce que vient de dire Didier, effectivement, c'est ça qui va arriver. Hein. Si on regarde la cartographie autour du pôle sud, c'est une zone relativement petite. On parle d'une zone qui est plus petite que l'Île-de-France, par exemple, pour avoir une comparaison. Les spots, ils sont très rares. Hein. Il y en a quelques endroits qui sont d'intérêt, des crêtes, des cratères où il y a beaucoup de lumière solaire, donc on peut produire quasiment en permanence de l'énergie. Après, on parle aussi de fond des cratères où se trouve potentiellement de la glace, donc qu'on peut utiliser. Ça, c'est des spots hautement stratégiques. Et comme vient de dire Didier, en fait, si une nation place ces items, et ça peut être tout, c'est n'importe quoi, hein, ça peut être un générateur d'énergie, un habitat, ça peut être un robot, et dit autour de cette zone-là, je déclare un périmètre de sécurité de une dizaine de kilomètres, ben, vous vous rendez compte rapidement en fait, que la zone là-haut, elle est bloquée. Vous allez bloquer le reste. C'est pour ça que c'est hautement stratégique pour l'Europe et pour la France d'y être présent en surface, pas uniquement en orbite, parce que il ne faut pas se leurrer, hein, c'est des nations qui vont investir dans ces activités-là, dans des activités en surface qui peuvent aller plus loin. Comme on disait tout à l'heure, si on rate la Lune, je ne vois pas comment on va aller à Mars. Et si aujourd'hui la France et l'Europe ne décident pas de foncer là et de prendre la place parmi les autres, ben, on sera en permanence passager à côté des autres. Donc il faut vraiment qu'on y aille, quoi. Ça me permet de rebondir justement sur une conversation que j'ai eue avec Didier Schmitt récemment. Vous avez commencé votre carrière sur ExoMars, qui commence à porter ses fruits, mais qui a été ralenti par une crise internationale. On a parlé aussi d'Hermès, du projet Hermès, de navette spatiale européenne qui a été abandonnée en 1992. À quel point l'absence de décision dans le domaine spatial, ou alors des mauvaises décisions, engage dans l'accès même à l'espace pour l'Europe et pourrait pénaliser à terme des populations futures, des générations futures. Le principe, pour moi, est très simple. C'est-à-dire que si on ne s'engage pas dans ce genre de, quel que soit le domaine, qu'il soit robotique, mais beaucoup pour l'exploration humaine, on n'engage pas le mandat du prochain président français ou de quelqu'un d'autre. On engage plusieurs générations. C'est-à-dire on prive plusieurs générations d'une opportunité. Ça, c'est à cause du temps des développements, des temps de décision, les temps de développement, les temps d'opération, qui sont entre 30 et 50 ans. Hermès, c'est clair, on s'est arrêté, le moteur a calé en 92, et ben voilà, ça fait une bonne génération qui n'a pas eu accès, et on a eu 22 500 candidats pour être astronaute à l'ESA, ça montre quand même que même 30 ans après,
il y a encore plus d'émulation chez les jeunes pour le vol habité, et bien là, on va leur dire, ben, écoutez, c'est un peu dommage, on ne va pas faire beaucoup de vols parce qu'à chaque fois qu'on va faire voler du Thomas Pesquet, eh ben, il faut payer un vol au concurrent d'Ariane 6. Il faut payer une Falcon 9, grosso modo. Bon, c'est quand même bizarre. Et donc, effectivement, il y a beaucoup et moi, donc, je suis responsable des programmes futurs et de la stratégie future, en plus de la coordination des programmes actuels, et je martèle ce genre de choses, et je mets des choses par écrit dans les programmes pour les États membres. Et l'une des choses que j'ai écrites ce week-end et que je vais mettre dans mon programme stratégique, c'est effectivement toutes ces leçons. Alors, une leçon, c'est 2012. L'ESA a proposé de faire un lander, pas un tout petit, pas un tout grand, lunaire. Eh bien, pour X raisons, mais des raisons bêtes souvent, de dire mais non, l'ISS d'abord, la Lune on verra après, etc. Donc, manque de stratégie, manque de vision, on ne l'a pas fait. Maintenant, on se rend compte qu'il faut absolument être présent sur la Lune. Donc, nous, on ne va pas y être avec des bots, on va faire ça de façon robotique parce qu'on ne peut pas s'offrir le reste. Du coup, on doit être obligé de se dépêcher. Et on n'a jamais atterri et on va faire un lander, donc European Large Lander, qui pourrait déposer jusqu'à 1,8 tonne de matériel sur site. Et bien, ce n'est pas aussi évident que ça. On n'a pas les moteurs, on n'a pas grand-chose, on n'a jamais fait. Et tout ça par manque de stratégie, manque d'anticipation. Et donc, ça, c'est un réel problème. Une non-décision, ça engage les générations futures et pas juste les quelques décideurs aujourd'hui ou pour leur carrière qui se termine. C'est ça la grande problématique. Donc, si on ne va pas sur la Lune, ça veut dire qu'en 2050, on n'y sera toujours pas et les générations en 2050 vont dire bah, vous avez foutu quoi là en 2020 ou même avant. Si je peux me permettre de prolonger un petit peu la question de Brian, parce qu'elle me semble importante aussi, à l'instant, c'est est-ce que, alors je vais être prudent dans ce que je dis, c'est pas l'ESA, c'est les Européens, ne s'installent pas trop, disons, un peu trop facilement dans la position de celui qui occupe un strapontin chez les autres. Je dirais, si je fais une analogie avec les oiseaux, un petit peu dans le coucou, qui va faire ses œufs dans le nid des autres oiseaux, tout simplement parce qu'on ne prend pas ces décisions stratégiques de construire nous-mêmes notre propre nid. J'ai l'impression qu'on est un peu facilement dans cette position-là actuellement. Non, mais c'est exactement le problème. C'est-à-dire que, bon, j'ai rendu public la plus grosse partie de la stratégie qu'on a écrit les 9 derniers mois. Plus d'autonomie, ça veut dire non seulement on décide nous-mêmes de ce qu'on veut faire, mais on décide aussi d'inviter qui on veut à participer. C'est-à-dire on inverse les choses. On devient leader à l'arrivée, non pas sur tout, on devient leader sur quelques éléments. Et par exemple, pour la décision de faire ce lander européen, je peux vous dire qu'on n'a jamais parlé à la NASA quand on a décidé. On a décidé nous-mêmes et on a décidé de faire A à Z, c'est-à-dire ça décolle avec une Ariane 64, on opère, on atterrit et après on propose aux Américains et à d'autres de participer. C'est comme ça qu'on fait maintenant. Alors évidemment, on aurait dû faire un petit peu plus tôt. Alors, bon, pour finir le schéma, on est quand même complètement imbriqué avec les Américains. Alors l'ISS, je n'en parle pas, mais le Gateway, ce n'est pas nous qui l'avons décidé. Par contre, on n'en fait plus de la moitié. C'est vrai que le coucou, il a pris il a pris du volume. Et donc là, on est vraiment en bonne posture pour négocier. Donc, on a négocié trois vols d'astronautes. Donc, c'est déjà pas mal. Mais encore une fois, c'est des choses que nous n'avons pas décidées et on fait partie. On peut parler un tout petit peu de Mars. Le retour d'échantillons martiens, c'est un petit peu différent. Là, vraiment, on a co-décidé des choses. Et on fait vraiment, on fait un tiers, 2 tiers. Et là, on est complètement interdépendant. Mais pour la Lune, on n'y est pas encore. Et le lander lunaire dont je vous parle, il n'est pas encore décidé. Les études sont en cours et la décision, c'est la ministérielle le 22-23 novembre. Merci beaucoup. Justement, vous avez parlé du Gateway qui a été financé à plus de qui sera construit par plus de la moitié par l'ESA. Quelle perspective ça ouvre sur la Lune?
Du coup, il y aura une présence lunaire, enfin circumlunaire, on va dire, de l'Agence spatiale européenne, Alors, par le biais d'astronautes, par le biais de retours d'expérience. oui, alors, bon, c'est quoi le gateway? Le gateway, c'est simplement pour ne pas avoir un module de contrôle, comme pour les missions Apollo. À chaque fois, il fallait un module donc, qui reste en orbite, avec un astronaute qui restait, et aller sur redocker et revenir. Donc, cette fois-ci, ce qu'on fait, c'est qu'on met une station circumlunaire, et donc on n'a pas besoin à chaque fois d'amener bon, des éléments supplémentaires pour le support vie, etc. Et donc là, effectivement, on a, je dirais, assez bien joué parce qu'on a devancé très largement les autres partenaires de la station, puisque c'était à l'origine une initiative américaine pour inviter les partenaires de la station, y compris évidemment les Russes. Les Russes, d'ailleurs, qui devaient faire le airlock, vous imaginez bien que ça ne va jamais se faire. Et nous, on a dit oui tout de suite. Et donc, voilà, c'est un peu l'avantage d'être les premiers. Les Japonais, il restait quasiment rien à faire. Donc, on les a raccrochés un peu au wagon chez nous. Et les Canadiens, comme d'habitude, bon, ils font un bras robotique. Bon, c'est bien. Et donc aujourd'hui, nous sommes vraiment à 50-50 sur le partenariat avec le Gateway, ce qui nous permet effectivement une présence circumlunaire, c'est déjà pas mal. C'est autre chose après d'atterrir, c'est-à-dire qu'une contribution, pour faire simple, le Gateway, on finance donc deux modules, un habitat qu'on appelle l'habitat international et l'autre, le module Esprit qui est maintenant devenu beaucoup plus grand que ce qu'on prévoyait et qui fait du refueling, qui fait des télécoms et qui fait du stockage de matériel, etc. Sans cela, les Américains, ils peuvent pas faire grand-chose. Hein. C'était évident qu'il leur fallait cette contribution. Maintenant, on a négocié 3 vols, mais ces 3 vols, c'est one shot. C'est une station qui n'est habitée, entre guillemets, qu'entre 15 jours et 1 mois, le temps de descendre et de revenir de la Lune. Et après, pendant 11 mois, il n'y a personne. Donc, c'est une présence, oui, mais c'est une présence quand c'est nécessaire, quand on descend à la surface. Donc, l'élément qui nous manque, c'est de descendre et d'avoir une importance à la surface. Alors ça, avec le lander dont je vous ai parlé, le lander robotique, qui peut amener 1,5 tonne jusqu'à 1,8 tonne de matériel en fonction des capacités d'Ariane 64 à ce moment-là, et bien ça, on négocie maintenant avec la NASA, on leur dit, on vous amène le fret pour les missions où vous en avez besoin. Et évidemment, ils ont besoin de faire la survie lunaire, c'est-à-dire 14 jours de nuit. Et ça, il va falloir un peu d'énergie, évidemment, et aussi beaucoup de matériel scientifique. On ne va pas y aller pour se tourner les pouces, et de la logistique. Et donc ça, on est capable de le faire. Et là, ils commencent à être très intéressés. Et évidemment, il y a une condition, c'est que quand on atterrit ce lander, quand ils atterriront, eux, avec des bonhommes, il faut qu'il y ait un Européen. Et ce n'est pas one shot. C'est-à-dire, c'est un programme. Donc, nous, on propose tous les 2 ans et demi, alors plus, peut-être 2 ans ou 3 ans en fonction des budgets, mais de façon récurrente à faire ce genre de deal avec les Américains. Ça ne suffit pas. Vous savez, on peut en parler tout à l'heure, hein, je ne sais pas si vous avez prévu de parler du Starship et du coup de poker possible ou pas possible, etc. Mais les Américains ne vont pas laisser faire Elon Musk tout seul. Ils vont avoir un plan B, ils vont avoir une deuxième possibilité d'alunissage. Sinon, le risque est beaucoup trop grand vis-à-vis des Chinois. Et c'est là qu'il faudra à un moment donné qu'on puisse se positionner aussi. Merci beaucoup. Et oui, nous en reparlerons tout à l'heure. Beau teasing, en tout cas, je vous remercie. Je vois une question de Mathieu Compin, que je salue dans le chat, qui me parle de stratégie de prise de risque. Quid de la prise de risque en Europe? Et une autre question qui pourrait être liée en fait à des discussions qu'on a eues aussi, là où la NASA cherche à faire appel au secteur privé pour réduire ses coûts, dans un modèle où les milliardaires, vous l'avez indiqué, Didier Schmidt, semblent davantage intéressés par le secteur spatial, les entreprises européennes semblent plus dépendantes des programmes publics afin de prendre des décisions. Est-ce qu'il faudrait que Bernard Arnault, par exemple, prenne des risques et se lance lui aussi dans ce genre d'activité?
Il y a deux choses dans votre question, c'est la prise de risque et l'appétit. Mm. Je ne sais pas si Bernard Arnault a de l'appétit pour le spatial. Il faut être un peu un gourou pour faire ce que font les Américains. C'est pas, si on a la tête sur les épaules, on ne le fait pas. Donc, il faut des individus un peu spéciaux quand même. Ce n'est pas juste d'être milliardaire, il faut être milliardaire et spécial. Sinon, ça ne marche pas. Donc ça, en Europe, on peut l'oublier. La prise de risque, elle est pas seulement dans les investissements, elle est dans la technologie. Et effectivement, la prise de risque technologique, elle a aussi deux aspects, donc la technologie pure, mais aussi la prise de risque de l'industrie. Que ce soit Thales, que ce soit Ariane Group, que ce soit Airbus ou d'autres, ils ne prennent pas de risque. Ils ne prennent pas de risque. On a fait un appel d'offres, un appel à idées récemment sur beaucoup de secteurs, secteur Mars, la Lune, futur de l'orbite basse. Bon, je ne peux pas vous dévoiler les résultats, c'est en train d'être analysé, mais ils ne sortent pas du... They don't get out of the bush, comme on dit en anglais. Et je pense qu'ils ne le feront pas. Donc, extrêmement frileux. Après, d'un autre côté, on peut comprendre parce que nous, on veut peut-être être plus catholique que le roi. Quand les Américains disent qu'ils font du commercial, bon, c'est gentil, mais le commercial subventionné à 150%, c'est bon. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, Elon Musk, il a fait son Falcon 9 tout simplement parce qu'au dernier moment, la NASA l'a rattrapé par le collet parce qu'il était en train de se noyer. Et pour Dragon et compagnie, ils ont quasiment tout payé, tout vérifié, etc. Et évidemment, sans la NASA, ça ne se ferait pas. Tout simplement parce que Elon Musk, il le dit. Il a dit à un de mes collègues, d'abord, je ne travaillerai jamais avec vous. C'est bien. Bon, pourquoi pas, tant mieux d'ailleurs. Mais surtout, il ne fait ce genre de choses que parce que ça peut lui rapporter de l'argent pour sa vision messianique ultérieure d'aller sur Mars. C'est tout. Ça ne l'intéresse pas l'orbite basse, ça ne l'intéresse pas la Lune. Ça l'intéresse parce que la NASA, parce qu'il peut mettre le prix qu'il veut sur les vols, parce qu'il a une certaine hégémonie aujourd'hui. Boeing, ils sont quand même à la traîne. Et ben, il met le prix qu'il veut et le bénéfice est immédiatement mis dans le projet Starship pour aller vers Mars. Voilà, donc il faut regarder ça un peu sous cet angle-là, ce qui fait qu'effectivement, il faut comprendre que l'industrie européenne, elle ne va pas mettre des billes là-dedans en sachant que peut-être il y aura un retour sur investissement dans 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ce n'est pas possible. Eux, ce n'est pas leur problématique. Enfin, Elon Musk et même Bezos, ce n'est pas leur problématique, ils s'en foutent. Quand on voit qu'ils ont un bénéfice de plusieurs milliards par an, plusieurs dizaines, mettre 1 milliard, comme dit Jeff Bezos, tous les ans dans le spatial, pour eux, ce n'est pas un souci. Donc, on ne peut pas comparer les deux. Ce n'est pas possible. J'aurais une remarque à faire. Vous avez dit qu'il fallait une prise de risque et un appétit, mais il faut aussi des compétences. Alors, Elon Musk, Amazon et même, comment s'appelle-t-il, le patron de Virgin, tout cela se base sur une expérience. Richard Branson, se base sur une expérience et une entreprise qui avait un rapport plus ou moins avec le spatial, c'est-à-dire de l'ingénierie, de la logistique, la meilleure chaîne logistique du monde pour Amazon, et Virgin Airways pour Branson. Est-ce qu'il y a un milliardaire européen qui aurait ce profil? De toute évidence, ce n'est pas Bernard Arnault. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient être en mesure, tout simplement, sur le continent européen, de dégager un bénéfice suffisant avec une entreprise qui a un vague rapport pour investir dans l'espace, pour être le mécène du spatial européen, quelque part? Le faut-il? Et là, je vous parle d'éthique et de valeur. Je ne suis pas absolument sûr qu'il faille dupliquer des choses que font les cousins, s'ils sont encore cousins, de l'autre côté de l'Atlantique. La voie européenne, elle n'est pas là pour justement dupliquer des choses et se dire, bah, tiens, c'est génial ce qu'ils font, faut faire aussi. Ils ont du Coca-Cola, bah, faisons de l'Orangina, quoi. C'est pas, il y a du sucre dans les deux. Donc, c'est problématique. Les deux boissons sont problématiques. Donc, je crois que le problème est différent.
Si nous voulons effectivement participer à l'aventure, qu'elle soit en orbite basse, qu'elle soit sur la Lune et sur Mars, en orbite basse, est-ce qu'il faut pousser la commercialisation à outrance et le tourisme et je ne sais quoi? J'ai des doutes. Est-ce que sur la Lune, est-ce qu'il faut continuer de parler, comme le font les Américains, d'exploitation et ils oublient le mot exploration? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai rédigé le discours de l'ancienne haute représentante des affaires étrangères à l'Union européenne lors d'une réunion au Japon internationale sur l'exploration. J'avais bien mis les mots qu'il fallait, comme quoi l'exploration lunaire et même spatiale en général, c'est pour le bien de l'humanité. On a quand même une divergence sur l'approche. L'ultracapitalisme d'un côté et plutôt une approche plus gouvernementale, plus éthique peut-être, plus morale. Vous savez, quand vous avez 22 pays comme moi dans les programmes, il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de choses et en général, on est d'accord sur les bases et on part pas comme un cheval fou comme le font les Américains. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille absolument copier-coller tout ce qui se fait de l'autre côté. Si je peux intervenir là-dessus aussi, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il faut regarder ce qui se passe, notamment aux États-Unis. Éventuellement, se chercher les cerises du gâteau parce qu'il y a des trucs à apprendre quand même. Hein. Il y a des trucs à apprendre, comment mener le New Space. Mais je suis d'accord, il ne faut pas essayer de copier de A à Z ce qui se passe là-bas en commençant à chercher un milliardaire ici en Europe qui peut financer ça, parce qu'on ne va peut-être pas le trouver. Et ça, pour rebondir un peu sur la question précédente, c'est que justement, c'est une des raisons pourquoi l'Europe doit être présente dans cette nouvelle course. Parce que je ne suis pas sûr qu'on veut qu'à la fin de la Lune, elle appartienne au SpaceX, au Blue Origin et je ne sais pas qui. Donc, c'est justement ce que Didier a dit par rapport à aussi notre culture et notre éthique européenne. Il faut qu'on se batte et qu'on fait partie de ce jeu-là pour qu'on continue à le transmettre, quoi. Est-ce qu'on doit le faire? Excuse-moi, les compétences, ils sont là en Europe. Hein. J'ai vu dans les commentaires en bas, je suis entièrement d'accord avec ça. On a toutes les compétences en Europe. Je veux dire, on est quand même le continent des explorateurs et des inventeurs. Ça, c'est ridicule de dire qu'on n'a pas la capacité de jouer un rôle important là-dedans. Je veux juste faire le vilain petit canard parce qu'il en faut toujours un, tant pis. Donc je vais me dévouer pour ce soir. Est-ce qu'en se cantonnant dans le champ de l'exploration au détriment de l'exploitation, on ne risque pas certes d'être en paix avec notre conscience et avec l'humanité, mais au bout du compte, perdant d'un point de vue je dirais, stratégique et business? Oui, alors effectivement, il faut nuancer les choses, mais là, je parle de dire d'exploitation à outrance. C'est ça la problématique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Le sujet, c'est la Lune. Qu'est-ce qu'on peut faire sur la Lune? Pourquoi on va au pôle Sud? On ne l'a pas bien dit. C'est parce qu'il y a de l'eau. Les autres ressources, je suis un peu dubitatif. Et effectivement, ça fait de l'hydrogène et de l'oxygène, donc ça fait de l'énergie, donc ça permet d'aller plus loin ou rester plus longtemps, etc. Maintenant, est-ce qu'il faut, comme les Américains le font et continuent à le faire, dire que c'est un business et eux, au niveau étatique, au niveau de la NASA, ils ne vont acheter qu'un service. Et donc, celui qui va aller sur place, que ce soit du Elon Musk ou quelqu'un d'autre, quand il ira sur place, qui prendra des ressources, ce sera à lui. La NASA lui en achètera si elle en a besoin, il en vendra à je ne sais pas qui, ça m'étonnerait aux Chinois, mais bon. Voilà, donc c'est ça la problématique. Je vois dans le chat là, la question si on ne peut pas y avoir d'exploration sans exploitation. Enfin, moi, j'ai passé un peu de temps en Antarctique. L'Antarctique, on ne fait que de l'exploration, on ne fait pas d'exploitation de l'Antarctique. Donc, voilà. Et donc, la problématique pour moi, pour la Lune, elle est un peu ou assez similaire à l'Antarctique.
c'est quelque chose d'intéressant du point de vue scientifique, du point de vue présence, du point de vue inspirationnel, et c'est bien pour l'humanité d'aller plus loin. Ça fait des drivers communs. Évidemment, il y a toujours l'aspect de la compétition et de se foutre dessus à la fin. Mais bon, en Antarctique, on a réussi à faire les choses à peu près comme il faut. C'est parce qu'on a banni l'exploitation. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les ressources locales, mais il ne faut pas les utiliser à des fins qui ne soient pas contrôlées ou contrôlables. C'est-à-dire, quand Elon Musk dit que quand il ira sur Mars, il ne respectera aucun accord international ou quoi que ce soit, bon, est-ce qu'on est d'accord avec le principe du Far West ou pas? Moi, non. Excusez-moi de vous couper, mais bon, juste pour prolonger, parce que pour moi, c'est important de comprendre les choses, parce que je suis assez néophyte dans ce domaine. Le Luxembourg a changé sa loi nationale pour pouvoir s'ouvrir à ce genre d'activité. Est-ce que ce n'est pas une brèche au sein de l'Union européenne? Alors, je ne veux pas dire l'Union européenne. L'Union européenne ne fait pas d'exploration, c'est l'ESA. L'ESA est Oui, une agence. Non, mais je précise pour les auditeurs. Tu as raison. L'ESA est une agence intergouvernementale qui n'est pas une agence de l'Union européenne. Ouais. Donc, au niveau européen, une brèche, oui. Pourquoi le Luxembourg a fait ça? Parce qu'ils avaient à un moment donné un Premier ministre qui était intéressé par ces sujets. Ils le font pour attirer un certain nombre d'industries qui ne sont pas luxembourgeois parce qu'ils n'ont pas les compétences, pour des histoires de taxation et de revenus. Donc voilà, après ça fait un petit cocorico dans un petit pays, bon bah ça fait toujours bien quoi d'être parmi les grands. Mais après il faut voir la réalité des faits, qu'est-ce qui se passe vraiment. Donc pour attirer effectivement le monde entier chez eux pour payer des taxes, oui. Maintenant, il faudra encore qu'il y ait une construction de compétences. Bon, on les aide, hein, évidemment. Mais il ne faut pas exagérer non plus le trait. Bon, il faut regarder l'impact que ça peut avoir. Pour l'instant, il n'est pas phénoménal. Il faut surtout dire une chose, quand on parle de in-situ resource utilization, donc utiliser les ressources lunaires par exemple, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Et encore une fois, on n'apprend pas de nos erreurs. Et l'erreur pour ExoMars, c'était de dire on fait un programme purement scientifique avec quelque chose de phénoménal, mais on ne sait pas qui va le lancer et qui va le poser. Bon, d'accord. Et là, c'est pareil. On se lance dans une usine à gaz, et c'est le vrai mot, pour aller possiblement extraire de l'eau, possiblement la purifier, possiblement l'électrolyser avec je ne sais pas quelle énergie, stocker, etc., etc. On se focalise là-dessus et après on va dire mais c'est qui va nous poser ce truc? Bon, donc je veux bien qu'il faille faire de la R&D et de la veille technologique et un tas de choses. Ce n'est pas la priorité aujourd'hui. La priorité, c'est d'aller lancer, se poser et opérer des choses après. Sans cela, on est de nouveau dans la main de quelqu'un d'autre. Et vous avez vu comme ça fait mal en ce moment du point de vue des lanceurs. Et je ne vous dis pas le reste chez nous pour les volabilités. Justement, nous reparlerons des lanceurs dans quelques minutes. Mais si on reste sur la question de l'exploitation des ressources, justement, je serais très curieux d'avoir l'avis de Peter Weiss, donc, qui a la société Spartan Space, qui est basée à Marseille, qui répond donc aux droits français. Peter Weiss, comment, en tant qu'entrepreneur, vous percevez cette législation plus ou moins, qui facilite plus ou moins l'extraction de ressources et l'appropriation de celles-ci? Ouais, j'ai un avis très partagé là-dessus, parce qu'effectivement, d'un côté, il y a cette image idéale qu'on dit, voilà, on fait plutôt l'exploration et l'exploitation et devrait être interdit sur certaines zones. Après, je crains qu'il y a une réalité géopolitique qui va se mettre au-dessus. Hein. Je ne suis pas sûr que les Chinois ou les Américains ils vont respecter tout ça. Donc, je pense qu'il y a toute une machinerie industrielle qui va se mettre en place et qui va faire son business. Après, je vais être honnête avec vous, le business, avec les minéraux là-haut, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça tienne la route. Mais peut-être ça vient, hein, peut-être ça vient dans 50 ans ou dans 100 ans, j'en sais rien. C'est un peu le parallèle, c'est un peu avec l'exploitation minière
en mer profonde. Il y a une grosse discussion là autour. Est-ce qu'on a les trois ou est-ce qu'on doit récupérer des terres rares à 3000 mètres de profondeur dans les océans en détruisant les zones biologiques assez intéressantes? Ça, c'est une question qui est valable. Après, de l'autre côté, on a besoin de ces éléments. Donc, et l'alternative, on va les chercher à terre, on va raser des hectares de forêt pour les récupérer. Donc, oui, il y a un problème. Sur la théorie, oui, c'est pas joli, mais en pratique, on a besoin de ces trucs. Donc, on va le faire. Et je crains qu'en Europe, on reste un peu plus sur une position théorique, en train de philosopher qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait pas faire. Et au côté États-Unis et encore pire côté chinois, ben, ils le font. Et ils s'en foutent complètement ce que nous, on pense de ça. Ils vont simplement le faire. Donc, c'est pour ça aussi, c'est important que ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il faut le faire, mais il faut le faire, il faut y aller de notre manière. Il faut qu'on reste dans le jeu, parce que sinon, ça va être comme ça a été dit tout à l'heure, le Far West, quoi. Donc, de notre côté Spartan, on travaille sur les systèmes d'habitation qu'on propose d'ailleurs d'être amené par le EL3, donc le lander que Didier a évoqué. Donc, ça peut être un use case pour le EL3. L'idée, c'est d'atterrir cet habitat sur des zones très précises, parce qu'en fait, on a fait une analyse et en fait, on s'est rendu compte que sur les zones où les Américains, très probablement, ils vont atterrir, qui sont des zones très plates, très sûres, parce qu'ils ne veulent pas voir le machin de SpaceX s'étaler sur le sol en tuant tous les astronautes. Donc, ils vont aller sur des zones extrêmement sécurisées, extrêmement plats, en gros, du terrain plat. Il n'y en a pas beaucoup là-haut, côté pôle sud. Mais ce n'est pas les endroits qui sont d'intérêt. Les endroits qui sont d'intérêt, c'est, comme on a dit, les crêtes des cratères ou les fonds des cratères. Et en fait, entre ces zones d'atterrissage et les zones où on veut aller pour l'exploration, il y a un gap qui est trop loin. On ne peut pas y aller en sortie extravéhiculaire. Et en fait, le concept de notre habitat, c'est un habitat qui atterrit sur une zone entre les deux endroits, si je peux dire, de manière robotique. Donc, on peut se permettre d'atterrir sur les zones un peu plus risquées parce qu'il n'y a personne à bord. Et le truc, il s'ouvre et il se gonfle et il est une sorte de camp de base pour accueillir des Américains ou des astronautes européens, j'espère, pour aller plus loin. C'est ça, en fait, le concept. Donc, ça, au niveau technologique, ce n'est pas une énorme révolution. Hein. On travaille avec des technos qui sont relativement matures, des technos qui existent déjà. Le petit point intéressant, c'est que on a conçu un habitat qui est très faisable et qui est conçu comme une charge utile pour justement le EL3. Donc, c'est quelque chose c'est pas une grosse station scientifique, non, c'est un petit habitat, mais on peut le faire assez rapidement et on peut le projeter sur la Lune assez rapidement. Donc, ça, c'est l'avantage. De l'autre côté, l'innovation vient surtout sur la partie business. En fait, comme ça a été dit tout à l'heure, SpaceX ne vend pas des fusées à la NASA. SpaceX vend service. SpaceX vend service de transport du sol à la station spatiale avec des astronautes, avec des cargos. Et nous, on cible de faire un peu la même chose. En fait, nous, on vend un service, une sorte de Airbnb sur la Lune, si vous voulez. Ce n'est pas exactement comme ça. Et ce n'est surtout pas les mêmes prix. Mais l'idée, c'est en gros, vous avez un habitat qui est placé sur la Lune, qui peut accueillir les astronautes. Et en fait, nous, on s'occupe de la partie financière pour le construire, pour le mettre. Et c'est les agences entre guillemets, qui payent à l'usage. C'est ça l'idée, en fait. Donc, on pense que c'est une approche très New Space par notre société en France, à Marseille. Et pour avoir un ordre d'idée, quelle est la distance qui séparerait l'habitat de la zone d'atterrissage? Ça dépend un peu des moyennes qu'on a ou que les Américains ils ont. En fait, quand on regarde le concept des opérations
des sorties extravéhiculaires de Artemis. Il parle d'une dizaine de kilomètres si les astronautes ils sont en rover, un petit buggy pour y aller, comme à Apollo. Donc, on pense à une dizaine de kilomètres. Si c'est à pied, c'est beaucoup moins, c'est 2 kilomètres. À 2 kilomètres, ils sont très loin de tout. Ils peuvent faire le tour autour et ça va être magnifique, mais pas plus. Donc, l'idée, ça serait, en gros, on positionne l'habitat, entre guillemets, une vingtaine de kilomètres du point d'atterrissage du véhicule des Américains. Et du coup, ils pourraient aller une trentaine de kilomètres de leur position d'atterrissage. L'autre avantage de notre concept, c'est aussi, ça serait le premier habitat permanent. Parce que les Américains, ça va être un peu comme Apollo, ils vont repartir avec le fusée, hein, parce qu'il faut repartir, ils ne vont pas rester. Pendant que notre habitat, il va rester. Et ça aussi, ça serait une petite place assez sexy quand même de dire, le premier habitat sur la Lune, c'est européen, quoi. Et donc, ça serait, pour être tout à fait clair, ça serait lancé par une autre fusée, c'est ça, qui précéderait la mission habitée. Ouais, nous, on a le concept qu'on a développé aujourd'hui, il est basé sur le EA3. La spécification qu'on a donnée à Peter, c'est simple. C'était encore une fois une discussion qu'on a eue. J'ai dit à Peter, mais tu vas le poser comment? Et donc, la conclusion, c'est très simple. Nous, on fait le lander européen. Il peut se poser dans des endroits qu'un vol humain ne peut pas se permettre du point de vue du risque. Et donc, effectivement, on peut s'approcher de zones intéressantes, mais évidemment de zones qui sont plus à risque. Et donc, ça fait sens et c'est ce qu'on veut vendre aux Américains. On a des réunions aux États-Unis la première semaine du mois d'avril. Il y a un de mes collègues qui est en ce moment Cap Canaveral qui regarde ça aussi. Voilà, donc il faut être un petit peu plus sioux que les Américains parce que souvent, c'est des grosses bottes. Et nous, avec 15 fois moins de moyens aujourd'hui, on espère évidemment augmenter ce budget, mais avec aujourd'hui 15 fois moins de moyens, il faut être 10 fois plus rusé pour avoir pour prendre des bonnes décisions stratégiques qui valent quelque chose sur le long terme. Merci beaucoup. Justement, Peter Weiss, j'ai cru comprendre que votre modèle d'habitat lunaire était réalisé avec des architectes. Idéalement, si on va sur la Lune demain, on peut s'attendre à quoi en termes d'espace de vie? Il y a une nation aussi, j'imagine. Je risque de décevoir un tout petit peu, mais ça va rester quand même un peu spatial. Hein. À l'intérieur, c'est un habitat d'un diamètre de 7 mètres. Aujourd'hui, on est en train de travailler encore un peu sur toute la partie architecturale. Effectivement, nous, en fait, il faut s'imaginer, donc ça arrive sur son lander, donc c'est en hauteur, hein, c'est à 3 mètres de hauteur à peu près. Il y a un sas qui va toucher le sol, ce qui a l'avantage que aussi la partie gonflable, à part du sas, ne touche pas le sol. Donc, on a toutes les problématiques avec le sol lunaire, le régolithe qui est très abrasif. On ne l'a pas parce que notre habitat est en hauteur. Donc, en fait, vous rentrez par le sas, vous montez, et là, vous arrivez dans une première section qu'on appelle Dirty Section. En gros, c'est ça l'endroit où vous débarrassez éventuellement du scaphandre et vous laissez éventuellement aussi tous les outils que vous avez amenés avec vous. Parce qu'on veut éviter que la poussière soit amenée dans tout l'habitat. Comme ça a été à Apollo 1, vous avez certainement vu les images et à la fin, elles étaient toutes pourries dans le truc. Donc, ça, on veut éviter. Et ensuite, ça c'est un habitat pour un équipage de 2 à 4 personnes, donc avec des crew quarters à 2 à 4 personnes. Il y a certainement un petit coin pour faire manger, pour travailler, mais tout ça serait relativement petit. Ça serait quand même relativement petit. Une chose qui est assez sympathique tout en haut, il y a un observatoire. Un peu une cupola, si vous voulez, comme sur l'ISS. Qui vous permet de regarder un peu autour. Donc, l'architecture elle est prévue comme ça aujourd'hui. L'avantage d'un habitat, d'un poste fixe comme ça, c'est aussi que ils peuvent amener des outils
qui peuvent laisser, par exemple, pour un prochain équipage. Donc, ça peut aussi mener à réduire la masse de lancement des missions suivantes. On est aussi en train de travailler sur une petite installation qui peut recevoir des échantillons à l'intérieur. En gros, vous chargez une quantité d'échantillons sur un des racks de l'habitat et ça permettrait de faire une analyse même s'il n'y a plus des astronautes. Donc, on peut s'imaginer, par exemple, que des échantillons sont regardés. Il y a toujours une liaison avec la Terre et ils continuent à les analyser. Et la prochaine mission dit, bah, celui-là, cet échantillon-là, vous ramenez, par exemple. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'avoir une station de recherche qui est quand même Basecamp, comme s'il allait sur Everest, mais qui continue aussi à travailler quand il n'y a pas d'astronaute, parce que ça, ce que Didier a tout à l'heure déjà mentionné, ça ne serait pas habité en permanence. Ça, ce n'est pas possible. En termes de radiation, ça ne serait pas possible, ça serait du suicide. Donc, ça serait habité pendant quelques jours par an, mais il faut que l'habitat il continue quand même à fonctionner et à faire la recherche pendant qu'il n'y a personne. Donc, on est en train de regarder les différentes fonctionnalités par rapport à ça. Je voudrais juste, je regarde un petit peu les échanges là, dans le chat à propos des ressources. Je voudrais quand même mentionner une chose. Quand l'administration Obama a arrêté le programme du shuttle parce que c'était exorbitant, il voulait mettre son empreinte dans ce domaine-là, et puis c'était les programmes d'astéroïdes et d'aller chercher du minerai à pas en finir, etc. Bon, sur la Lune, c'est un peu différent, mais dans le chat, je vois que vous faites déjà vos calculs de business là. Il faut quand même considérer le fait que je cherche mes mots pour être pas trop direct, mais on nous a enfumé quand même pendant des années sur la justification de l'ISS, ce genre de choses, parce qu'on va tout guérir, y compris le sida. Là, c'est un petit peu pareil. Donc, première chose. La deuxième chose, c'est que dire que de toute façon, il y aura des ressources inépuisables dans l'espace, c'est aussi un message pour dire, ce n'est pas un souci, continuez de consommer, continuez vos excès, ce n'est pas un problème, on trouvera toujours une solution. Et ce sera les plus riches qui pourront vous trouver la solution, ils s'enrichiront un petit peu plus. Alors, je ne vote pas à gauche, hein, ce n'est pas ce que je veux dire, mais c'est quand même des messages, si vous voulez, encore une fois, de l'ultra-capitalisme américain et des gens comme Elon Musk qui disent c'est pas un problème, ça se passe mal sur la Terre, il y a un plan B. On ira tous sur Mars, ce qui est une foutaise totale, mais ça ancre quelque chose dans l'esprit des gens et des jeunes qui se disent bon, après tout, le changement climatique, les problèmes, c'est pas grave, il y a des solutions. Si on n'a pas assez de ressources, on trouvera d'autres ressources ailleurs. Non. Moi, je pense que le message doit être différent. Je veux dire, on a une seule terre, c'est le seul endroit qu'on connaisse qui soit où tout se recycle, puisque la terre, elle fait ça toute seule. Et évidemment, avec des milliards d'années d'expérience derrière elle. Mais voilà, le message doit être différent. Le message doit être, faut-il le faire, pour quelle raison? Et le reste, c'est non, il faut rester autosuffisant sur la terre. Ce n'est pas la peine d'aller se leurrer pour aller chercher des choses qu'on a ici, mais qu'il suffit de recycler et de ne pas aller les chercher ailleurs. Bonsoir, Amaury Dufay pour l'IESD. Je rebondis un petit peu sur ce que vous dites. Mon point, du coup, dans cette réponse dans le chat était peut-être de dire que finalement, ce n'est pas en quelque sorte de désinvestir la Terre en quelque sorte à son détriment. Moi, il me semble quand même qu'il faut mieux, à la limite, entre guillemets, je dis entre guillemets, polluer l'espace où justement il n'y a pas d'arbres à abattre, pas d'oxygène à polluer, pas d'animaux à chasser, plutôt que de continuer à se partager, il me semble globalement, les ressources d'une planète Terre, où de toute façon, même en admettant que tous les pays
fassent leur transition démographique. Une transition démographique, ça veut simplement dire que la population augmente moins vite. Ça veut, de toute façon, une espèce dont la population diminue, c'est une espèce en voie de disparition. Moi, mon point est de dire que du coup, est-ce qu'il ne vaut pas mieux justement se tourner vers une exploitation des ressources spatiales où il n'y a rien à détruire, en quelque sorte, ou en tout cas très peu, et ainsi, du coup, préserver la Terre? Oui, alors, si on avait écouté dans les années 80, Aldrin et d'autres, pour aller chercher de l'hélium 3, on aurait remué, j'allais dire ciel et terre, on aurait remué la Lune dans tous les sens pour quelque chose qui n'aurait été pas rentable du tout. On aurait abîmé la face de la Lune, on aurait pollué, entre guillemets, la Lune. Et ben, pendant toutes les générations à venir, il n'y a rien qui change. On verra les cicatrices sur la Lune pendant à jamais. C'est ça. Est-ce que c'est ça qu'on veut laisser derrière nous en se disant, dans les années 80 ou 90 ou même maintenant, dans 100 ans, dans 200, dans 300 ans, ils vont se dire, mais ils ont complètement déconné à l'époque. Donc, il faut regarder ça comme ça aussi. Il y a un problème, franchement, de patrimoine de l'humanité. Et un patrimoine de l'humanité, on ne l'exploite pas. En tout cas, pas à outrance. Je pense que globalement, les deux points de vue se discutent. Moi, ce qui m'inquiète le plus en écoutant un petit peu cet échange, c'est que, ayant depuis maintenant 3 ans quitté le confort, je dirais, d'une position assez intéressante dans l'administration française, on va dire, je suis au contact, je ne dis pas de la réalité du terrain, mais un peu, c'est comme ça que disent les hommes politiques au quotidien. Et dans les échanges que je peux avoir dans les petites municipalités rurales, je suis souvent confronté, vu mon passé, à toujours la même question, pourquoi on dépense tant de milliards pour aller dans l'espace? Or là, dans l'échange qu'on vient d'avoir, je me trouve un petit peu à court d'arguments, parce que d'une part, j'essaie de dire qu'effectivement, on peut aller chercher dans l'espace ce qui nous manque sur Terre. Mais l'argumentaire que Didier vient de développer est tout à fait pertinent. Et en direct, j'ai presque envie d'y adhérer. Ceci étant, si j'y adhère, qu'est-ce que je réponds aux gens qui me disent quelle que soit la mission qu'on fasse dans l'espace, ça coûte des milliards, et les milliards, on les a plus besoin sur Terre que pour aller dans l'espace. Moi, je peux vous donner la réponse. Ouais. La réponse que je donne, elle est très simple. Je donne les chiffres. Et quand les journalistes ne me posent pas la question, je donne la réponse quand même. Le programme de robotique et humain pour l'exploration à l'ESA en ce moment, c'est 700 millions par an. On ne va pas multiplier par 10 prochainement. On va essayer quand même d'augmenter de 50%. Soit. C'est 1,2 € par personne et par an en Europe. C'est un demi-café le 1er janvier quand on a la gueule de bois. Et on a payé le programme sur toute l'année. C'est ça qu'il faut dire. Des milliards, c'est toujours imposant. Mais c'est moins imposant quand on dit qu'il y a 22 pays qui se le partagent. Et ensuite, il faut remettre ça dans d'autres contextes, même un contexte, parler aux gens, évidemment, c'est très bien, mais dites-leur que le gaspillage alimentaire chez eux à la maison, c'est 40 cents par jour par personne en moyenne. Au bout de 3 jours, ils ont payé le programme spatial européen de l'exploration s'ils faisaient des économies dans ce domaine-là. Donc, il faut expliquer que c'est une goutte d'eau et que si cet argent était mis ailleurs, ce serait une goutte d'eau mise ailleurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec 1,20 € par an dans le domaine de la santé ou de l'éducation ou de la défense? Rien. Donc, est-ce que ça vaut le coup? C'est ça la question qu'il faut donner. Est-ce que vous êtes prêt à donner 1,20 € par an? C'est quand même pas beaucoup. Et avoir l'inspiration et faire partie des grands et voir vos enfants émerveillés quand il y aura un Européen sur la Lune et plus tard sur Mars. C'est ça la question. C'est ce coût et bénéfice indirect, et là je parle de bénéfice plutôt entre guillemets intellectuel qu'évidemment pécunier. C'est ça qu'il faut demander aux gens. Et moi, quand je leur dis ça, ils me disent, mais moi je suis prêt à mettre 10 € plus par an. Ça m'intéresse vachement ce que vous faites. Oui, je rejoins tout à fait ce que dit Didier. Et d'ailleurs, je prends souvent un petit peu cet ordre de grandeur, pareil, lorsqu'il faut répondre
aux aspects financiers de l'espace. Le budget du film Avengers Endgame, c'est 356 millions de dollars et il a rapporté 2,7 milliards de dollars. Eh bien, 2,7 milliards de dollars, c'est simple, Curiosity a coûté 2,5. Donc finalement, les gens sont prêts à dépenser, finalement, à mon avis, il y a quand même bien moins de gens qui ont vu Avengers que de contribuables européens. Je veux dire par là que, toute proportion gardée, je pense que les gens dépensent peut-être bien plus d'argent pour aller voir des films, des blockbusters au cinéma qui finalement sortent tous les ans et ne durent que quelques mois, que pour des missions scientifiques qui vont durer sur 20 ou 30 ans, avec toutes les retombées. Et si je peux ajouter, et je suis bien d'accord avec ce que disait Jean-Daniel, parce que moi, ça m'arrive aussi très souvent que les gens ils disent, mais pourquoi on va dans l'espace? Il y a tellement de problèmes sur Terre. Et ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est tout ce qu'on est en train de développer, là, on parlait du système d'habitat. Donc, on doit travailler sur le management d'énergie, on doit travailler sur des panneaux solaires, des choses comme ça. C'est la techno qui va revenir sur Terre, qui va faire en sorte que les habitations sur Terre seront plus efficaces. Parce que dans l'espace, on n'a pas le luxe de perdre des ressources. Il faut tous recycler, il faut tous réutiliser. Et ces technos-là, ils vont revenir. Et ce que je disais, Didier, aussi, c'est très important, c'est qu'on parle beaucoup, notamment en ce moment avec le New Space, sur le Return of Investment, donc le retour d'investissement sur le spatial. Il y a un truc qu'on oublie tous, c'est l'inspiration. C'est en gros les jeunes qui rêvent d'être astronautes, les jeunes qui sont sur le compte Twitter et Facebook et je ne sais pas quoi de Thomas Pesquet. Je veux dire, on est tous inspirés de ce qui se passait il y a 60 ans avec Apollo. Moi je n'ai pas vu Apollo. Moi, je n'étais pas né à ce moment-là. Mais toute cette époque m'a inspiré et a fait ce que je suis aujourd'hui. Et en fait, cette inspiration, elle vaut quoi en termes d'argent? On ne peut pas le dire, mais elle est importante. Et j'ai vu aussi la question sur la robotique. Je suis roboticien à la base. Hein. J'adore les robots. Je fais la robotique sous-marine et robotique spatiale. Toujours est-il, je suis un défendeur des vols habités. Exactement pour cette raison-là. Un robot, c'est super génial. On peut faire énormément de trucs, mais ça va aujourd'hui jamais remplacer l'homme ou la femme qu'on voit marcher sur la Lune, qui va dans l'espace. C'est pas la même chose. En termes d'inspiration, c'est pas pareil. Allez-y dans la rue, vous montrez une photo de l'astronaute sur la Lune, Buzz Aldrin. Tout le monde va pouvoir vous dire qui c'est à peu près. Maintenant, vous allez dans la rue et vous montez une photo de Rosette, un truc comme ça, je vous garantis à la grosse partie qui ne va pas savoir de quoi il s'agit. Parce que ce n'est pas la même chose. Parce que les gens, ils sont inspirés par des gens, par des humains. Mais on revient justement, mais je te passe la parole dans 2 secondes, justement à des questions de communication également. De faire savoir, qui est l'une des spécialités d'Amaury Dufay, qu'est-ce qui a changé dans la communication des agences spatiales pour passer de la tête brûlée à la personne qui se veut proche des gens pour leur donner par exemple de l'éducation, ce genre de choses. Comment on a pu passer de pilote d'essai à par exemple Thomas Pesquet qui fait des expériences avec les enfants. Voilà. Peut-être si tu veux réagir, ensuite je laisserai la parole à oui, alors, du coup, en fait, c'était juste pour rebondir sur ce que disait Peter, effectivement, sur le vol habité. La distance maximale parcourue par la Jeep lunaire d'Apollo 17, c'était 35 km. Je crois que le record d'un rover, il me semble que c'est le rover Opportunity, je crois qu'il a fait 47 km. La petite différence, c'est que Opportunity a mis 15 ans pour faire cette distance, alors que la Jeep Apollo l'a fait en 72 heures. Voilà, exactement. Ouais. Voilà. Ouais, c'était tout à fait pour ça. Mais je laisse la parole du coup sur ta question, Brian. Peut-être qu'après je répondrai. Voilà. Merci. Peter Weiss, Didier Schmidt, Jean-Daniel Testé peut-être sur la question de la communication justement. Je peux essayer de me lancer parce que la réponse on l'a déjà plus ou moins donnée au tout début. C'est-à-dire qu'au départ, on était dans une exploration qui était vraiment de l'exploration, découvrir un nouveau domaine. Et donc, naturellement, on est allé chercher des profils de pionniers qui étaient capables, en théorie, de supporter toutes les conditions les pires que l'on pouvait imaginer dans l'environnement spatial et au-delà, et dans les transits entre la Terre et l'espace.
Donc, c'est ce qui a fait que les premiers, c'était entre guillemets toute la génération qui est allée sur la Lune, quoi, grosso modo. Même un petit peu après, côté français, quand on a envoyé tous nos astronautes sur les stations Mir d'abord et ensuite l'ISS, on était chercher des pilotes et des pilotes d'essai qui avaient des caractéristiques à la fois physiques et psychologiques un peu hors du commun, c'est-à-dire qui étaient capables dans tout leur cursus qui avait été sélectionné pour être capable de réagir à l'imprévu. Voilà. Donc ce processus un petit peu de tête brûlée, comme vous venez de le dire. Après, ça s'est un petit peu calmé. Je pense que le premier astronaute français, et là, il faudra me le confirmer parce qu'il y en a peut-être eu, il y a Claudie, on faisait peut-être aussi partie, Claudie Aigneret faisait peut-être partie aussi, en faisait partie aussi, même si je la mets quand même dans les personnes exceptionnelles parce que c'était réellement exceptionnel. Et ce que je veux dire, ce n'est pas péjoratif du tout pour le collègue de Peter qui est Jean-Jacques Favier, je pense, qui était le premier, je dirais, Jean-François Clairvaux. Non, oui, peut-être Jean-François Clairvaux aussi, qui étaient des astronautes qui ont été recrutés sur des compétences qui n'est pas forcément des compétences du premier niveau. Donc, on a une évolution et puis maintenant, on a tendance un petit peu. Alors, je n'ai pas suivi complètement le processus de sélection de l'Union européenne, mais je pense qu'avec tous les candidats qu'il y a eu, ça m'étonnerait beaucoup que ceux qui sont retenus soient encore complètement dans le même schéma. Je ne sais pas ce que peut dire Didier là-dessus. En ce moment, on est dans la deuxième phase de sélection psychologique. Et là, effectivement, c'est du travail de groupe, c'est de l'estimation, on estime un peu les personnalités et les réactions dans des environnements qui ne soient pas monolithiques. Donc, effectivement, il y a certains astronautes français du tout début qui n'auraient pas passé cette sélection, cette étape de la sélection aujourd'hui. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Absolument. Merci beaucoup. C'est vrai que ce qui est important dans une station, par exemple, ou dans une mission, c'est de pouvoir cohabiter avec une personne qui n'est pas forcément du même étage, je dirais, et faire fi des petits problèmes qu'il peut y avoir sur Terre. Mais pour en revenir à la Lune, justement, Jean-Daniel Testé, vous avez participé à l'élaboration du document Objectif Lune, paru l'année dernière, notamment en prenant part au sous-groupe Enjeux sécuritaires. Ouais. Comment protéger la circulation de l'information dans un cadre compétitif par essence? La méthode, on ne l'a pas trouvée. Comme c'est un livre blanc, je dirais, qui dit grosso modo, qui est de l'ordre plutôt du concept. C'est-à-dire que le concept, c'est dire ce qu'il faut faire. Ensuite, la doctrine, c'est dire comment on va faire. Donc, on est resté au niveau du concept, c'est-à-dire simplement dire ce qu'il fallait faire. Et clairement, on a identifié, je veux dire, la problématique de la circulation de l'information, non pas au sein même, je dirais, de la communauté des bases lunaires, mais plutôt entre les bases lunaires et la Terre, comme étant une chose à particulièrement protéger. Pour différentes raisons. D'une part, pour protéger tout ce qui est le patrimoine intellectuel, le patrimoine économique, le patrimoine scientifique de chacune des bases, des travaux qui sont réalisés sur ces bases et des explorations qui sont faites. Et puis ensuite, des communications qui pourraient être sur des découvertes supposées, qui pourraient être mal interprétées si elles arrivaient dans le grand public avant d'être maîtrisées par quelque instance que ce soit au niveau terrestre pour contrôler un petit peu la communication vers le grand public. Donc, c'est plutôt un constat sur le fait il faut clairement maîtriser et contrôler ce transfert de communication. C'était plus ça qu'une façon de le faire. Pour répondre concrètement à la question sur la méthode, je n'ai pas d'idée particulière aujourd'hui. C'est simplement la prise en compte que c'est une chose importante à réaliser. Il faut vraiment maîtriser toute la communication et tous les échanges d'informations qui pourront se faire entre les bases et entre les centres de contrôle au niveau de la Terre. Dans l'hypothèse éventuellement où le contact serait rompu avec la Terre, quelle pourrait être l'autonomie d'une base lunaire? Quelle pourrait être la dépendance, l'interdépendance entre les bases lunaires de nationalités différentes? Ouais. Alors là, je vais en profiter parce que je n'ai pas de réponse non plus. C'était une fois de plus, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un concept. Donc effectivement, on a identifié cette fragilité, c'est-à-dire une rupture des liaisons avec la Terre comme étant quelque chose de problématique et sur lequel il fallait qu'on agisse dès la préparation pour trouver des solutions de récupération. Mais je vais me retourner vers Peter, qui a peut-être un peu plus d'expérience pour moi, pour savoir si c'est concevable dans l'état actuel, je dirais, des bases lunaires telles qu'elles sont envisagées, que chacune des bases lunaires soit totalement autonome
vu ce que tu disais tout à l'heure sur le peu de place qu'il y a au pôle sud où elles vont toutes se concentrer, est-ce que globalement, en fonction, on va partir du principe que soit les Chinois, soit les Américains arrivent les premiers et prennent les meilleures places, est-ce qu'eux-mêmes, en arrivant les premiers, ils occuperont suffisamment de place pour être autonomes dans tous les domaines, c'est-à-dire que ce soit l'énergie, que ce soit l'oxygène, que ce soit l'eau, etc. Et si c'est le cas, est-ce que les autres bases qui arriveront ensuite auront aussi ce même niveau d'autonomie ou au contraire, ce ne sera pas possible, je ne sais pas. Oui, effectivement, et je pense, ça c'est un peu le clé par rapport à tout ça. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, en fait, notre concept, c'est le service d'un habitat. Service d'habitat, ça veut dire donc on doit pouvoir utiliser cet habitat pour plusieurs missions. Ça ne sert à rien d'avoir une sorte d'habitat jetable qu'on positionne une fois, on utilise une fois et après on ne peut plus l'utiliser. Donc ça, c'est pas dans notre optique. Parce qu'en plus, ça rend pas non plus dans un concept avec une durabilité. Donc, et là, on vient donc sur le problème du resupply, d'approvisionnement avec les différents éléments qui sont nécessaires, donc l'air, l'eau, la nourriture et tout ça. Et en fait, pour que ça fonctionne, à mon avis, il faut établir quelque chose comme une sorte de logistique lunaire. Et le EL3 de l'ESA en fait partie. Donc ça c'est l'élément qui amène le cargo en surface. Le cargo, ça peut être quoi? Ça peut être bien entendu des instruments scientifiques, mais ça peut être également des éléments qu'il nous faut pour réalimenter notre base. Et à partir de ce moment-là, il faudrait éventuellement des robots qui viennent chercher ces éléments et qui les amènent aux utilisateurs finaux, qui peut être donc de nouveau de l'habitat. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer que le lander, il a atterri juste en proximité de l'habitat. Ce n'est pas possible en termes de sécurité. Il y a une chance que le truc il va atterrir sur l'autre, donc ce ne serait pas beau. Donc, effectivement, et ça, pour moi, et là, il y a un coup à jouer pour l'Europe de nouveau, de fournir toute la partie logistique, la logistique lunaire. C'est donc amener en surface avec le EL3, transporter en surface avec des robots européennes. Il y avait des appels d'offres qui ont été lancés par l'ESA il n'y a pas si longtemps. La communication avec un projet qui s'appelle Moonlight, qui fournit donc la communication en surface, communication en navigation peut-être aussi. Peut-être la production d'énergie. Il y a des partenaires qui sont extrêmement intéressés par rapport à ça. Il y a Air Liquide, le CEA qui travaille dessus, sur les systèmes de production et de stockage d'énergie. Le problème, c'est aussi pendant les nuits lunaires qui durent donc plusieurs jours. 14 jours, il faut stocker de l'énergie pour l'avoir disponible. Donc, pour moi, c'est ça en fait l'enjeu d'établir cette sorte de logistique lunaire qui peut devenir plus tard carrément une sorte d'économie lunaire avec différents acteurs qui travaillent ensemble. Ça veut dire que dans ton point de vue, la base lunaire au sens large, les bases lunaires ne peuvent pas être autonomes. Elles seront dépendantes dans tous les cas de liens et de ravitaillement en provenance de la Terre. Ouais, dans un premier temps, oui. Je sais, il y a des concepts sur des serres lunaires où on va planter des fruits et des légumes et les récolter. Ça va venir peut-être une fois, mais ça, pour moi, c'est en long terme. Hein. Avant de commencer à cultiver des tomates en surface lunaire, il faut amener autre chose. Et là, encore une fois, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire avec l'Europe. Ça aussi, c'est la particularité des missions à venir. Les missions à Apollo, les plus proches, je crois que c'était Apollo 12 et 14, plus proches géographiquement. Je crois qu'ils étaient 180 km de distance, quelque chose comme ça. Mais là, tout va se concentrer sur une zone très petite. Et là, ça fait du sens, en fait, de dire, effectivement, chez des robots qui font des ravitaillements entre les landers et des habitats,
ou des équipements, des instruments, des outils qu'un équipage a utilisés, ben, je peux très bien le transporter sur le prochain spot d'atterrissage pour qu'il soit réutilisé par un autre équipage. Avant, à Apollo, ce n'était pas possible parce qu'ils ont atterri sur une point, l'autre point, et tout ça, c'était très loin. Là, ça va être très proche. C'est une très petite zone, en fait, et ça va être extrêmement, extrêmement, extrêmement peuplé. Et comme on disait au début, ben, les premiers qui vont se poser, qui vont dire, ben, là, ils ne peuvent pas dire ça à moi parce que ce n'est pas possible. C'est pas légal. Mais ils peuvent dire, vous ne vous approchez pas parce que vous mettez en danger mes installations. Et là, pour moi, l'enjeu stratégique, c'est ben, les premiers qui vont se positionner sur les points stratégiques, ben, ça va être échec et mat pour le reste. En fait, c'est pour empêcher de polluer le champ de pommes de terre. Je voudrais un tout petit peu tempérer vos enthousiasmes sur les bases lunaires. La NASA, aujourd'hui, pousse évidemment et finance fortement la succession, et encore plus depuis 15 jours, la succession de l'ISS. Pourquoi? En réunion, ils sont très clairs. C'est pour diviser par 2 le coût de la présence américaine en orbite basse. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de cet argent pour le programme lunaire. La NASA vient d'annoncer, le Congrès vient d'annoncer avant-hier soir le budget de la NASA. Il n'est en augmentation, entre guillemets, que de 700 millions. Bon, c'est le budget annuel, c'est mon budget annuel, mais enfin bon. Après, c'est pour la NASA, c'est pas pour l'exploration. Bien, donc ça, c'est une première chose. Ça veut dire qu'on va aller sur la Lune, les Américains vont sur la Lune, c'est clair et net, et c'est écrit. C'est pour tester Springboard pour aller vers Mars. Ça veut dire que c'est comme en orbite basse. Une fois qu'ils y seront, ils vont essayer de favoriser, ils le font déjà maintenant en prévision, le secteur privé pour que le secteur privé garde, entre guillemets, l'empreinte au sol, comme ils vont le faire avec une ou 2 stations orbitales futures qui seront privées, pour garder cette empreinte en orbite basse sur la Lune pour que le niveau gouvernemental aussi, évidemment, avec le privé, puisse aller plus loin. Leur objectif est de démontrer qu'ils peuvent rester 30 jours sur la Lune, dont les 14 jours de nuit lunaire. 30 jours, c'est le scénario aujourd'hui de la première mission martienne américaine. Il peut arriver des miracles, il peut arriver des choses quand les Chinois vont appuyer sur l'accélérateur. Il est fort possible que les Américains, que le Congrès américain, quand même, lâche les rênes sur les budgets. Mais quand même, il faut imaginer que c'est pas garanti. Ça veut dire que aller s'établir complètement sur la Lune, etc., ça n'est pas une option stratégique aujourd'hui pour les Américains. L'option stratégique, c'est de ne pas se faire battre par les Chinois pour le programme martien habité. Ça veut dire qu'ils ne vont pas s'essouffler sur la Lune. Hein, c'est une course de fond pour ne pas se faire avoir pour les programmes martiens. Donc, ce que vous dites, oui, si ça fait du sens dans un environnement, entre guillemets, privé, commercial, alors on peut toujours imaginer des touristes sur la Lune, ça, c'est pas exclu. Mais ce n'est pas forcément des programmes gouvernementaux comme on les voit aujourd'hui. Ensuite, pour ce qui est des ressources, hein, c'est beaucoup la nourriture, les ressources. Est-ce qu'on cultive beaucoup de pommes de terre dans la station spatiale? Non. Une salade de temps en temps, et encore, c'est des scientifiques qui la dissèquent. Donc, il faut voir la rentabilité, évidemment. Sur l'ISS, c'est toujours pas très rentable de faire des systèmes, des usines à gaz pour aller recycler un tas de choses. Bon, évidemment, les urines, ça se recycle, la vapeur d'eau, etc., un certain nombre de choses, mais on est encore loin de fermer la boucle. Alors, évidemment, sur la Lune, c'est différent puisque ce sera minimum 6 à 10 fois plus cher d'amener quelque chose sur la Lune. Et la grande différence entre la Lune et l'ISS, vous avez le camion poubelle qui passe. La Lune n'y passe pas. Le camion poubelle, c'est le Progress, c'est un Dragon, etc. Vous mettez tout ce qui vous n'avez plus besoin, vous mettez dedans, vous faites un désorbitage relativement contrôlé et ça brûle dans l'atmosphère et il reste que des ions. Ramener 1 kilo de poubelle depuis la Lune,
je peux vous dire que c'est cher, hein. Juste pour comparaison, le retour d'échantillon chinois qui vient de se faire, on peut l'estimer à plus de 2 milliards. Ils ont ramené 2,5 kilos de roches lunaires, hein. Donc, ça fait cher les boueurs. Voilà. Donc, il faudra trouver des solutions dans ce domaine-là et il faudra en trouver encore plus quand on ira vers Mars. Et donc, un de mes motos dans le programme actuel que je prépare pour les programmes futurs, c'est que l'Europe devrait prendre un leadership dans les domaines, effectivement, du support vie. Ça peut être du recyclage, ça peut être gestion des déchets, ça peut être un tas de choses parce que ça a des retombées. Et ça, monsieur Testé, ça, vous pourrez le dire dans 10 ou 15 ans, dans les petits villages, sur les marchés, etc. Si on prend un leadership dans ce domaine-là, de la simulation des missions longue durée, je peux vous dire que les progrès seront flagrants et ils seront appliqués 10, 15, 20 ans avant sur Terre que par rapport à quand on va aller sur Mars. Et c'est ça qu'il faut faire. On ne va pas faire du lanceur lourd pour aller vers la Lune et vers Mars. C'est une hérésie. Il ne faut pas en faire. Là, on fera du piggyback avec les Américains. Ça fait une économie phénoménale. Pour aller en orbite basse, 75% du budget, c'est le lanceur. Pour aller sur la Lune, 90% du budget, c'est le lanceur. Pour aller vers Mars, c'est plus de 95%. Donc, laissons ça aux autres. Ce n'est pas très grave d'avoir un super lanceur. Par contre, avoir des technologies clés dans le domaine du support vie, de la présence virtuelle, un tas de choses comme ça, c'est critique, d'accord? Parce que c'est le maillon faible, c'est l'humain. Et donc, tout ce qui est autour de l'humain, on pourrait prendre un leadership et laisser les grosses dépenses aux autres. Ça, c'est un des objectifs que j'ai dans le programme actuel. Je suis bien d'accord avec ça et je pense aussi en Europe, on a un luxe qu'on n'utilise pas, je pense, aujourd'hui, c'est que on peut donner une constante à l'exploration. Ce que je veux dire, c'est, si je ne me trompe pas, le président Bush, il voulait aller sur la Lune. Obama, c'était d'abord Mars et après, c'était des astéroïdes. Trump, il a décidé d'aller sur la Lune et Biden, pour une fois, il est resté sur le même objectif. Normalement, l'objectif, Didier, tu me corriges, mais normalement, l'objectif, il a changé avec les présidents. Prochain président, après Biden, peut-être il veut aller sur Vénus, seulement pour changer, quoi. Et en fait, l'avantage de l'Europe, c'est on n'est pas lié à la présidence de quelqu'un. Et c'est pour ça, pour moi, ce qui serait important de dire non, on va se concentrer sur une cible. Pour moi, ça doit être la Lune. Et comme disait Didier, mais effectivement, pendant que les autres, éventuellement, ils font leur course, Lune, Mars, je ne sais pas où, nous, on essaye d'établir la base technologique qui permet d'aller plus loin. Oui, alors pour l'aspect politique, rapidement, c'est vrai que les Américains sont allés à droite, à gauche, etc., en 2004 avec Bush père, etc. Simplement parce qu'ils à l'époque, ils ont sous-estimé le réveil chinois. Donc, pas paraphraser un ancien ministre des Affaires étrangères, mais la Chine s'est réveillée. Et donc ça a tout changé. Là, ils ne tergiversent plus. Et je peux me tromper, mais je ne suis pas sûr que la Chine, elle dit certainement qu'elle veut aller sur Mars, mais je pense que leur objectif numéro 1, c'est établir une présence plus durable sur la Lune, quoi. Dominer la Lune avant d'aller sur Mars. Le 100e anniversaire du Parti communiste chinois, c'est 2049. Ils seront sur Mars en 2049 et ils seront établis sur Mars en 2049. Et s'il le faut, ils vont tout faire pour y être avant les Américains. On fait un retour d'échantillons martiens avec les Américains. On est à la peine pour amener les échantillons pour 2033. Eux, ils annoncent qu'ils vont en faire un aussi, évidemment, et ils annoncent 2028. Ça commence fort. Ouais. Une question, Tony ? Oui, alors, vous parliez tout à l'heure d'une vision économique par rapport aux premiers habitats et aux premiers systèmes techniques qui se déploieraient et leur capacité à être exploités sans coût faramineux. Moi, je vois déjà une vision géostratégique. On se refait pas et c'est peut-être la déformation
professionnelle. Et donc, par un système technique et donc une économie qui serait peut-être dans un premier temps non rentable, c'est-à-dire administrée par l'État, eh bien, il y aurait peut-être les premiers éléments d'une coopération et d'une coopération nécessaire qui ferait que les systèmes européens, américains et peut-être chinois, russes, demain, si les choses rentrent un peu dans l'ordre, seraient interdépendants. Et donc, s'ils sont interdépendants, on pourrait penser que si l'un se retire, il nuirait au programme des autres, voire le rendrait inexploitable, inutilisable. Et donc, ça serait peut-être les prémices d'une vision d'une sorte de dissuasion lunaire, c'est-à-dire de rapport de puissance où chacun est interdépendant de l'autre et obligé de prendre cela en compte dans le développement de son propre système et de sa propre politique. Donc là, je vois les choses en termes stratégiques, tout simplement, d'interdépendance, d'équilibre des pouvoirs. Alors, juste une question. Vous parliez de la nuit lunaire qui dure 14 jours. De ce point de vue-là, est-ce que Mars ne serait pas plus habitable que la Lune? Parce que 14 jours, c'est extrêmement long, étant donné que les batteries, c'est toujours, ou même toutes les technologies de stockage d'énergie, sont extrêmement... Peter, attends, laisse-moi répondre à la question non posée d'abord. Je vais vous donner un exemple pour la soi-disant interdépendance ou codépendance. Les Chinois ont délibérément choisi une orbite pour leur station pour que les Russes ne puissent pas y aller. Donc, j'ai quand même de gros doutes sur une velléité d'avoir des codépendances ou des interdépendances sur la Lune. Alors, peut-être qu'ils sont obligés pour des raisons de sécurité, je n'en sais rien, mais c'est un exemple qui va complètement à l'encontre de votre principe, qui n'est pas mauvais. Mais la réalité des choses est un peu différente. Peter, à toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que ça serait le monde idéal. Mais le monde n'est pas idéal. Et on le voit aujourd'hui très, très bien ce qui se passe. Je ne suis pas sûr que nous, on va avoir une telle coopération. Excusez-moi, bisounours. Hein, je crains que ça reste une course. Ça va rester une sorte une course vers les étoiles, une sorte de guerre froide. Après, sur la deuxième question, oui, Mars est beaucoup plus sympathique que la Lune. On n'a pas les problèmes déjà une atmosphère, il y a une gravité qui est un peu plus sympathique que celle de la Lune. Le gros problème de Mars, il est très très loin. Il faut survivre d'y aller. Et c'est ça, en fait, quand j'entends aujourd'hui, oui, il faut plutôt aller directement sur Mars que retourner sur la Lune. Non, ce n'est pas possible. On n'a pas les technos aujourd'hui d'envoyer quelqu'un sur Mars. Ça ne va pas fonctionner. On ne sait pas les protéger des rayons. Ce n'est pas l'ISS, ce n'est pas le même environnement. On ne sait pas les protéger contre les rayons. Il n'y a pas de ravitaillement possible. Hein. Comme on disait tout à l'heure, ben, ils ont parti, il faut y vivre avec ce qui est à bord. Arriver après 6 mois de voyage sur Mars, même si ce n'est pas la même gravité, les premiers pas, à mon avis, ça va être sportif. Donc aujourd'hui, il y a plein d'inconnus par rapport à ça. Et c'est pour ça que c'est important d'abord s'établir sur la Lune, quoi. Oui, alors. Pardon, Didier, juste, je pense que derrière, tu vas pouvoir apporter une réponse à une question qui me titille depuis beaucoup de temps, et je profite de la question qui a été posée sur l'énergie pour la mettre sur la table. C'est la question de l'énergie nucléaire. Est-ce qu'aujourd'hui, un générateur nucléaire sur la Lune ou sur Mars est envisageable dans le contexte à la fois géopolitique et puis réglementaire mondial? Oui. Donc on pourrait le faire. Ouais. Absolument. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire, hein? Nous, oui. L'ambition et les budgets qui vont avec. Alors, la DARPA regarde ça de près. Entre la DARPA, le département de l'énergie et la NASA, ils mettent en ce moment à peu près 100 millions de R&D dans les mini-réacteurs à fission pour les vols spatiaux, que ce soit
propulsion pour aller vers Mars ou génération d'énergie sur place. Je dirais que c'est un incontournable. C'est incontournable. On a beau rêver de fuel cells, d'un tas de choses. À un moment donné, si on veut faire effectivement au pôle sud, hein, quand il fait moins 170 et encore moins pendant les 14 jours de nuit et qu'on veut continuer de bosser à faire de l'extraction, de l'électrolyse de l'eau, des choses comme ça, ce n'est pas les 3 panneaux solaires et les 2 batteries qui vont faire. Hein. Sur Mars, ça va être à peu près pareil. Quand on voudra faire du forage profond et d'autres choses, il faut de l'énergie, c'est clair et net. Donc ça, les Américains s'y préparent, c'est clair et net. Et nous, évidemment, nous aurions en principe un rôle important à jouer puisque avec notre héritage technologique français, entre autres, il est évident, et puis bon, le président Macron l'a mis dans son plan de ces 30 milliards. Le problème, c'est que les 30 milliards, c'est vite mangé. Donc, les mini-réacteurs, pas pour le spatial, mais bon, évidemment, c'est des technologies communes, etc. Le savoir-faire français dans le domaine des sous-marins, etc., c'est quand même intéressant. Donc, il y aurait un rôle à jouer. J'ai essayé de mobiliser un petit peu là-dessus depuis 1 an, et puis j'ai fait un petit peu avec l'Audi. C'est pas aussi facile que ça. Encore une fois, c'est un problème d'ambition, c'est un problème de compréhension des problématiques, c'est un problème de positionnement français et européen dans une logique à long terme. C'est pas aussi facile que ça. Mais pour Mars, il faut aussi dire, on n'a pas vraiment parlé du pourquoi. Aller sur Mars, le pourquoi est quand même beaucoup plus, le narratif est quand même plus facile à décrire, hein, une planète sœur, etc., possibilité de vie sur Mars. Enfin, je veux dire, Mars, c'est une vraie planète. Hein, c'est pas juste un truc qui tourne autour de la Terre et qui est mort depuis très, très longtemps. Bon, je suis un peu péjoratif là pour la Lune, mais voilà, donc il n'y a pas photo. Je veux dire, c'est Mars qui est intéressant, mais comme l'a dit Peter, c'est un petit peu compliqué. ISS 400 km, la Lune 400 000, Mars au plus loin 400 millions de kilomètres. Bon, maintenant, il ne faut pas exagérer non plus. Moi, j'étais dans la base Concordia en Antarctique. Les hivernants là-bas, pendant 9 mois, on ne peut ni les chercher, ni eux se débrouiller tout seuls pour revenir. Pendant 9 mois, ils sont collés sur la base. Point final. Et donc, ça se fait depuis 50 ans. On a une présence française depuis 1952 en Antarctique. On n'en parle jamais. On parle toujours des problèmes de 9 mois, de 6 mois pour aller vers Mars et revenir, etc. Bon, d'abord, les gens devraient un petit peu aller dans les prisons parce que les gens peuvent rester dans une cellule quand même très longtemps et survivre. Et donc, on parle de problèmes psychologiques, d'un tas de choses. Bon, il ne faut pas exagérer. C'est gérable. Le problème, c'est évidemment la prise de risque. Ouais. Je suis d'accord. Au niveau psychologique, c'est voilà, non, c'est plutôt par rapport à les problèmes de radiation, de resupply, parce qu'effectivement, il faut amener là-dessus. Oui. Non, c'est sûr. Mais c'est pour ça que nous, on doit se positionner pour la logistique martienne dès maintenant. Et la logistique martienne, c'est pas simple. Aujourd'hui, on ne sait même pas encore atterrir ExoMars tout seul. Bon, on a des progrès à faire, mais on sait faire, on peut faire. Le problème, c'est que quand on veut atterrir plus de 1 ou 2 tonnes sur Mars, c'est-à-dire là, c'est la logistique lourde pour les missions habitées, la techno, elle est complètement différente. Là, il n'y a pas de parachute. Hein. Et là, ça devient assez compliqué parce que l'aérobraking, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire du tout aujourd'hui. On a des idées. Et donc là, c'est pareil. Si on veut jouer un rôle dans 20 ans, comme on l'a dit, par exemple, pour la fission nucléaire, mais aussi le réacteur, si on en fait un ou une partie, il faut le poser. Hein, on ne va pas faire de l'ExoMars et on va dire, bah, tiens, le réacteur, il est super sympa, mais personne ne nous l'emmène. Donc, il faut maîtriser la logistique lunaire, ce qu'on est en train d'essayer de faire et de convaincre le Conseil des ministres de fin de l'année. Et la fois d'après, il faut se mettre sur les rangs, déjà maintenant, sur la logistique martienne.
Alors, en parlant de logistique, j'avais une question également. C'est un débat qui revient souvent, le nombre limité d'endroits où on pourrait se poser. Mais il peut y avoir des accidents, et donc j'imagine que s'il y a une fusée qui tombe sur un des rares endroits stratégiques, ça deviendra de plus en plus compliqué. Une Donc, fusée avec le temps, il y de aura type Starship. oui, mais et donc est-ce qu'on pourrait imaginer que ces points soient multipliés grâce à la logistique en envoyant tout simplement des engins de terrassement et élargir ces points très plats, comme on a dit, extrêmement plats, comme disait Peter Weiss, pour tout simplement multiplier les points d'atterrissage et éloigner les bases les unes des autres. C'est une question d'un profane, évidemment. Oui, enfin, on n'a pas encore, il reste 20 minutes. Moi, il faut vraiment que je parte à l'heure parce que j'ai déjà commencé à rater un déjeuner de travail. Euh, la logistique lunaire, il faut quand même qu'on parle un tout petit peu de Starship, hein. Je veux dire, en anglais, on dit the elephant in the room, là, c'est un mammouth, hein. Parce que si le coup de poker marche, à un moment donné, ça renverse la table, hein, du point de vue logistique. Quand vous pouvez, en théorie, amener en une fois 100 tonnes, bon, ça change la donne, quoi. Et là, vous pouvez déployer tous les systèmes de mobilité de surface que vous voulez en une ou deux fois, et puis c'est réglé, hein. Maintenant, est-ce que le coup de poker va marcher et quand? Je ne sais pas. Merci beaucoup. Il me reste plus beaucoup de questions, je vous rassure. Vous pourrez bientôt aller dîner. J'ai une question pour Valentin Desgranges, en fait, qui est notre spécialiste juridique ici à l'Institut d'études de stratégie et de défense. Valentin, je me tourne vers toi. La question de la soft law se pose notamment dans le cadre des accords Artemis. Comment garantir des rapports pacifiques sans aucun moyen de coercition au final? Alors, il me semble que c'est là tout le problème avec les accords Artemis, c'est peut-être que les intervenants pourront donner leur avis sur la question. Mais en fait, le problème de ces accords Artemis, ou en tout cas leur particularité, c'est d'être du droit souple, c'est-à-dire que c'est formulé en termes d'obligations de moyens plutôt que d'obligations de fins. Ce sont des normes qui sont finalement pas contraignantes. Même si elles l'étaient d'ailleurs, quels moyens coercitifs pourraient être mis en place pour les faire appliquer. En tout cas, la question se pose de savoir si un document comme les accords Artemis peut être suffisant pour assurer non seulement une coopération qui porte ses fruits entre les États qui en font partie, mais surtout qui permette une coopération ou en tout cas une exploration de la Lune et une utilisation et éventuellement une exploitation qui peut se faire dans un cadre pacifique. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les intervenants, mais j'aimerais bien avoir votre opinion sur la question. Merci, Valentin. Ouais, c'est un petit peu comme l'Irak. Il faut faire the coalition of the willing. C'est ça qu'ils cherchent. Les Américains cherchent à avoir derrière eux un certain nombre de pays. Politiquement, c'est très intéressant, etc. Effectivement, les accords Artemis, entre guillemets, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, parce que on signe un document pour dire je veux bien, quoi. Franchement, je ne sais pas parce que vous avez la loi et l'interprétation de la loi, et là c'est pareil, vous avez le traité de la Lune et son interprétation, vous avez les accords Artemis et leur interprétation. Les Chinois, ils n'en ont rien à faire des accords Artemis, les Russes non plus. Donc eux, le jour où ils veulent se poser, ils se posent. Que les Américains, ça leur plaise ou non. C'est un petit peu comme le verrouillage de la mer de Chine. À un moment donné, ce sera des bras de fer. Et accord ou pas accord, ça n'a aucune importance. Oui, je suis bien d'accord avec ça.
pas forcément spécialiste là-dedans, mais c'est un peu comme actuellement avec Poutine et Den Haag. On peut le condamner, mais bon, s'il n'y a personne qui exécute la condamnation, ça n'a aucune valeur, quoi, hein, ou pas grand-chose comme valeur. C'est une valeur morale, quoi. Et je suis entièrement d'accord avec Didier. Au moment que les Chinois ils peuvent, je prends les Chinois, hein, ça peut être n'importe qui autre, mais au moment où les Chinois ils veulent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ben, qui va les empêcher? La problématique de ce qu'on disait tout à l'heure sur l'exploitation, c'est s'accaparer des ressources. Alors là, c'est le problème, c'est que, et on a un ancien général avec nous, c'est quand on a des ressources, il faut les protéger. Et on ne peut pas les protéger de 36 façons. Et c'est là qu'on a un engagement quasiment dans les documents officiels américains, comme quoi le département de la Défense fait entièrement partie de la stratégie de l'exploration lunaire et de l'exploitation. Et donc, c'est là que ça commence à devenir un petit peu Star Wars, quoi. Et bon, ben, qui sait où ça va aller, mais je peux vous dire que, comme on a dit, la Lune, c'est grand, mais la partie intéressante au pôle Sud, c'est tout petit. Donc, ben voilà, donc on a affaire un petit peu aux îles Spratly ou des choses similaires. Ça va se friter à un moment donné, ça c'est sûr. En gros, ce que vous êtes en train de dire, bon, je ne dis pas que ça prêche pour ma paroisse, mais grosso modo, c'est que les militaires ont tout intérêt à préparer un corps expéditionnaire pour aller protéger les bases lunaires ou la base lunaire européenne en l'air. Ce que je trouverais, enfin, dans le groupe de travail qu'on a conduit l'année dernière sur Objectif Lune, on avait des anthropologues dans le groupe sécurité et je peux vous dire qu'on était loin de cette considération, que je regrette probablement parce que je partage complètement cette idée que dès lors qu'il y aura des choses stratégiques à défendre, ben, il n'y a pas 36 façons de les défendre. Mais grosso modo, aujourd'hui, j'ai bien peur que dans l'inconscient de beaucoup de personnes, on place de fait l'exploration spatiale en dehors de ce contexte, qui est un contexte vraiment terrestre. Malheureusement. Alors, on aura juste une intervention de Valentin Desgranges avant qu'on passe à une question suivante. Oui, je voulais juste réagir à ce que vous disiez, parce qu'effectivement, c'est intéressant de constater que finalement, ça se résume à un bras de fer, enfin, ça va se résumer en tout cas à un bras de fer avec les puissances spatiales. Et en fait, ça me fait penser au fait que l'accord sur la Lune de 1979, qui a été un échec puisqu'il a été ratifié par très peu de pays et aucune puissance spatiale, proclamait justement une sorte de répartition équitable des ressources de la Lune. Et là, on dirait que l'accord Artemis, c'est un peu en fait accepter que cet accord sur la Lune est acheté à la poubelle et que la situation, ça va plutôt être une sorte de premier arrivé, premier servi, quoi. Je suis pas spécialiste. Oui, allez-y. Ouais. Non, mais je ne sais pas si c'est une bonne comparaison, mais quand vous avez comme la France, on est quand même présent sur pas mal d'archipels et d'îles, etc. Vous avez une zone de pêche qui vous appartient, d'accord? Et au-delà, c'est la haute mer et tout le monde peut aller se servir et pêcher le poisson. C'est un petit peu ça, l'accord Artemis, c'est-à-dire on a un périmètre de sécurité, on va empêcher les autres de venir pêcher. Et d'ailleurs, on a, même en Antarctique, on a quand même une surveillance avec des fois des frégates militaires françaises pour dire, voilà, on est quand même là pour vérifier que les choses se passent bien. De toute façon, ça ne se passe pas très bien. Donc, c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous avez une zone de pêche qui vous est réservée parce que vous êtes présent, et au-delà, c'est encore à tout le monde. Et c'est là-dessus que, effectivement, il faudra qu'à un moment donné, on se mette d'accord pour savoir si on mutualise la pêche ou pas. Je trouve cette analogie assez bien parce qu'il faut pas, historiquement, il faut quand même garder en tête pourquoi la France a tous ces territoires.
Parce qu'à l'époque, on a fait l'exploration et une fois qu'on a trouvé un nouveau îlot, ben, on a planté un drapeau dessus. On a dit c'est à nous. Des fois, quand la discussion, comme aujourd'hui, qui est tout à fait justifiée, hein, c'est pas ça la question, mais ça me semble un peu comme si à l'époque de Christophe Colomb, on a dit ben, la terre que je viens de trouver, ben, on va la déclarer en parc national. Elle est à toute l'humanité et personne n'a le droit de l'exploiter. Je pense que l'historique ne sera pas du tout pareil aujourd'hui. Et en fait, l'histoire a montré ce que ça fait, quoi, non? Tout le monde est allé, tout le monde a exploré, et une fois que vous avez trouvé quelque chose, vous avez planté un drapeau, vous avez dit c'est à moi, et je vais l'exploiter, et je vais et ça fait la grandeur de l'Europe aussi à l'époque. Donc, et pour moi, avec la Lune, ça serait pareil. Sauf que, et là, je rebondis un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Effectivement, des fois, les gens, ils ont cette image qu'il y a énormément de place. Il y a la place un peu pour tout le monde. Ça serait la coopération entre les États. Ça serait magnifique. Je vous garantis, ça ne serait pas le cas. Parce qu'il y a très peu de place, il y a très peu de ressources, des ressources qui sont impératives pour aller plus loin. Et les premières qui vont arriver, qui vont très rapidement dire non, 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 là, c'est moi et tout autour de moi, vous n'y allez pas parce que vous mettez en danger mes installations. Alors, Jean Danel a dit qu'il était optimiste, moi un petit peu aussi. Ce qu'on sous-estime, c'est la force de l'opinion publique à un moment donné. Regardez ce qui se passe. Évidemment, on parle avec l'Ukraine aujourd'hui, mais regardez ce qui se passe dans le domaine de l'environnement et du climat. Je pense que à trop jouer dans notre imaginaire, dans notre petit microcosme spatial et faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est du Kriegspiel sur la Lune ou d'anticiper. Je pense qu'à un moment donné, l'opinion publique mondiale pourrait se réveiller et dire arrêtez vos conneries. Ça, il ne faut pas le négliger, ce facteur-là. Donc, il est fort possible qu'il y ait des nuances à apporter. De facto, si effectivement il y a, alors peut-être que vous allez me dire, bon, les générations futures, ils s'en foutent de la Lune, c'est pas leur problème, c'est possible. Mais l'inverse est possible aussi. Je veux juste prolonger ça pour une petite réflexion qu'on a eue dans le groupe de travail une fois de plus, parce qu'on a beaucoup débattu. Et comme je disais, il y avait différentes. Bon, moi, j'étais militaire, donc forcément le côté obscur de la force, on va dire. Puis il y avait les anthropologues et les gentils qui ont discuté. On a discuté âprement. Et une des options pour aller un petit peu dans celle que vient de poser Didier, c'est qu'en fait, non seulement c'est pas l'opinion publique qui réagit et qui dit stop, on ne va pas exporter nos problèmes terrestres sur la Lune, c'est stupide et il vaut mieux pas le faire. Enfin bref, on presse pour que ce ne soit pas le cas. C'est plutôt les communautés lunaires en tant que telles qui conscientent des risques, puisque autant sur Terre, on peut avoir des débats diplomatiques sans fin et puis des crises. Bon, malheureusement, la crise ukrainienne, elle est sanglante, mais bon, avant la crise ukrainienne, il y en a eu d'autres qui, les témoins, avaient des moments de tension assez forts entre les différents blocs. Donc sur Terre, en général, ça peut se résoudre sans trop de dégâts, on va dire. Sur la Lune, compte tenu de la fragilité, de la vulnérabilité des installations, c'est quasiment une destruction mutuelle assurée de quoi que ce soit dès lors qu'il y aurait un acte hostile. Donc l'idée, c'était que, générant un petit peu, prenant conscience de tout ça et partant du principe que les gens qu'on enverra là-bas, ce seront des gens, on va dire, sélectionnés, c'est-à-dire intellectuellement pas stupides, physiquement au top, et donc des gens capables de raisonner et de peut-être s'affranchir un petit peu de tout ça, qui prennent eux-mêmes la décision de ne pas importer sur la Lune les problèmes terrestres et gagner un petit peu d'autonomie par rapport à la base arrière sur Terre. Donc c'est complètement utopique comme vision des choses. Je veux simplement mettre ça sur la table parce qu'on en a pas mal discuté dans le groupe de travail. On ne l'a pas retenu, ça ne figure pas dans les recommandations, parce qu'effectivement, c'est peut-être un peu, comme disait tout à l'heure Peter, bisounours comme vision, mais est-ce que c'est totalement à exclure? J'en suis pas persuadé. Bon, je suis désolé de vous provoquer, mais les gens qui vont aller là-bas, ce seront des soldats. Ils vont exécuter les ordres, surtout du côté chinois. Côté américain, côté chinois, c'est vrai, malheureusement. Donc voilà, c'est une. Il faut pas négliger ça. Hein, c'est du pilotage stratégique. Là, on n'est pas au niveau de l'individu, hein, à la fin. Et d'ailleurs,
Tu l'as mentionné tout à l'heure avec l'orbite de la station spatiale chinoise qui a été placée un peu pour bloquer les autres. Donc là, c'est un exemple. C'est un exemple qui illustre déjà que il y a un calcul derrière. Ouais. Et, Enfin, c'est pour bloquer. C'était pour dire gentiment aux Russes, c'est dommage, vous ne pouvez pas venir dans notre station avec votre Soyouz le nouveau Soyouz que vous êtes en train de développer. Dommage pour vous. Alors, donc, c'était pour s'isoler, pour être isolé, pour qu'il n'y ait qu'un véhicule chinois qui puisse aller vers leur station. En russe, la Chine, ils disent Kitaï, et c'est le mot pour l'Empire mongol encore. Ça, sûrement. Alors, très brièvement, vu qu'il nous reste que quelques minutes, on va replonger pour une phrase chacun dans l'info. Nous vivons un moment assez inédit. Rarement les programmes de coopération ont autant été mis à mal par une crise, on va dire. Comment percevez-vous les prochaines relations dans le secteur spatial entre la Russie et l'Union européenne? Est-ce que ça reposerait davantage sur une intégration aux agences spatiales? Est-ce qu'il y aurait des nouveaux programmes de coopération qui pourraient émerger ou la continuation d'une politique d'ostracisation? Vous avez une phrase chacun parce qu'il nous reste environ 4 minutes. Une phrase, ça va être très rapide. Didier a dit tout à l'heure que j'étais optimiste, donc je vais prendre l'inverse, pas pour faire mentir, mais simplement pour dire que la situation actuelle est quand même assez dramatique. De mémoire, alors je suis pas tout jeune, je suis pas tout vieux, j'ai certainement moins d'expérience dans le domaine spatial que mes deux camarades en face de moi. Mais je n'ai pas souvenir qu'on ait atteint dans le passé une crise aussi forte. C'est-à-dire que les programmes spatiaux, les coopérations spatiales bilatérales ou multilatérales étaient si vite concernés par une crise dans le monde. Je n'ai pas souvenir de ça dans le passé. Donc, il me semble que là, il y a eu un jeu, alors qui est un jeu probablement des dirigeants, de vouloir toucher à ce domaine pour monter très vite à l'extrême et se positionner très fort dans des négociations futures qui n'ont toujours pas commencé. Et là, donc ça m'inquiète par rapport à la criticité du niveau de crise actuelle. Je dirais, je serai rassuré le jour où je m'apercevrai, et j'espère que ce sera le cas, qu'à partir du moment où on discute de façon diplomatique beaucoup plus efficace qu'actuellement, c'est-à-dire que tous les parties prenantes de la crise ukrainienne se mettent autour de la table pour faire baisser un petit peu le niveau de tension, que très rapidement, les sujets spatiaux sont ceux qu'on traite en premier parce que c'est un domaine qui est privilégié et qui est toujours considéré comme étant un domaine dans lequel les contingences terrestres ne doivent pas trop intervenir. Merci. Peter Weiss, éventuellement. Je peux que souligner ce que dit Jean-Daniel. D'une, déjà, je crains cette crise. Elle nous montre réellement la nécessité d'une autonomie sur pas mal de secteurs. Et on doute clairement le spatial. Hein. C'est les discussions qu'on entend actuellement par rapport à l'ISS, c'est quand même assez grotesque. Et ça, pour moi, ça montre... le monde n'est pas stable et pour garantir une certaine stabilité, il faut avoir une autonomie. C'est malheureusement comme ça et moi, je le vois comme ça. Moi, je vais être plus rapide. Je vais dégager en touche. À l'Agence spatiale européenne, on est des fonctionnaires internationaux. Oui. On ne commente pas ce genre de choses, en tout cas en public. Et de toute façon, on a un embargo sur ce genre de réflexion en ce moment. Voilà. Je vous remercie. Merci à tous les trois pour cette discussion passionnante. Merci également aux personnes dans l'auditoire qui nous ont apporté des réflexions, de la matière à réfléchir pendant toute la soirée. Et merci également à l'IESD pour sa présence, pour son invitation. Voilà, j'espère qu'on se reverra bientôt et qu'on pourra discuter à nouveau de ces questions-là. En tout cas, c'était un plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Passez une bonne soirée. Au revoir. Au revoir.